indigène, a dit « La montagne n'est ni juste ni injuste, elle est juste dangereuse ». Et cette montagne pourtant nous fascine tous, je crois. Chacun de nous veut la découvrir à sa manière, en marchant, en grimpant, en glissant, en volant même parfois. Et finalement, tout est prétexte pour aller à sa rencontre. Et malheureusement, et j'oserais presque dire, évidemment, elle comporte des risques, elle blesse, elle tue même parfois. Permettez-moi juste un chiffre. En 2013, c'est pas moins de 95 000 personnes en Suisse qui ont eu un accident de montagne et pour lesquels il a fallu une intervention médicale d'une façon ou d'une autre. Et malheureusement, on a également noté plus de 119 décès durant cette même année. Alors bien sûr, on n'est pas là ce soir pour faire le bilan de cet état de fait, encore moins pour analyser les causes. On est là pour écouter un homme, on va dire un pionnier, une figure marquante de l'histoire en montagne et du sauvetage en montagne en Suisse et dans le monde. Mesdames et messieurs, Monsieur Bruno Jelk. Je présente 2 minutes. Hein. Oui. Né au milieu de la Seconde Guerre mondiale, dans le canton de Fribourg, Bruno Jelk a grandi au cœur des montagnes et au milieu des troupeaux avec ses parents bergers. À 15 ans, il travaille déjà comme employé de remontée mécanique avant d'accomplir une école de garde-frontière et suivra ensuite une formation de professeur de ski et d'expert de ski. Marié à 28 ans, père de 3 enfants, il rejoindra Zermatt où il poursuivra une formation de guide de montagne. Il deviendra en 1980 chef de la colonne de secours de Zermatt. Parallèlement à ces années passées à faire du sauvetage en montagne, il conduit plus de 20 expéditions à travers le monde, et notamment en Amérique latine et surtout au Népal. Il sera chef de 2 expéditions himalayennes de plus de 8000 mètres. Successivement, membre et président de nombreuses associations, fondations et commissions valaisannes, suisses, internationales même. Il dirige les cours de formation dans plus de 10 pays à travers le monde, développe et organise plusieurs centres de secours de haute montagne au Népal. Sous l'angle des statistiques, Bruno Jelk, c'est 3150 interventions de secours en haute montagne, 2000 interventions diverses. Et aussi, malheureusement, et parce que ça fait partie de son travail, 750 récupérations de corps de personnes décédées accidentellement en montagne. Mesdames et messieurs, je lui cède la parole et je vous souhaite une excellente soirée. Monsieur, dames, bonsoir. Ça me fait plaisir, je peux vous présenter cette présentation ici dans cette immense salle avec beaucoup de monde. Ça me fait beaucoup de plaisir, merci beaucoup. Ce que je vous montre, c'est un peu le sauvetage dans le vieux temps en Suisse jusqu'à aujourd'hui avec les techniques modernes. Après, dans l'Himalaya, on organise le sauvetage aérien et terrestre dans la région Himalaya. J'étais aussi à Pakistan à cause d'une avalanche où il y a 137 militaires qui s'étaient ensevelis. Et puis j'étais aussi à Sochi pour les Jeux olympiques pour diriger le service avalanche, le déclenchement des avalanches et la sécurité pour les Jeux olympiques. J'ai fait beaucoup d'images, je travaille beaucoup avec des images à travers cette organisation. Le grand travail, c'était autour de Zermatt. J'étais responsable autour de Zermatt. On allait ailleurs si c'était demandé. On était aussi dans Bas-Valais, on était dans l'Italie, on était partout. En 1980, le responsable de sauvetage de Zermatt s'est tué par un accident de ski. Il s'est fait faucher sur la piste et puis il était mort 3 mois après. La commune de Zermatt et puis le club alpin m'a demandé si je pouvais prendre la place. J'étais garde-frontière, il fallait une autorisation du corps de garde-frontière.
Et puis on avait des bons chefs qui nous ont permis, ils me donnaient l'autorisation pour faire ce sauvetage. Parce qu'on ne gagnait pas beaucoup avec le sauvetage, il fallait vivre quand même avec 3 enfants. Alors c'est à cause des corps de Gratte-Frontière, j'ai pu faire ces sauvetages. Autour de Zermatt, il y a 29 4000 qui sont plus hauts de 4000 mètres. Alors ça donne beaucoup d'alpinistes, surtout l'été. L'hiver, c'est des domaines ski, mais l'été, beaucoup d'alpinistes qui circulent autour de ces 4000. On a le Cervin, c'est celle qui a à peu près 2000-2500 personnes qui partent par l'été pour gravir le Cervin. Et puis là, malheureusement, on a beaucoup d'accidents parce qu'il y a beaucoup d'alpinistes qui voient uniquement le Cervin, ils ne voient pas d'autres montagnes, même s'ils sont en mauvaise condition, ils essayent quand même à monter, ça provoque des problèmes. Ça, c'est l'arrêt de Fourgen. Il n'est plus tellement gravé parce qu'avec le réchauffement, c'est un peu dangereux de chuter pierre et puis les alpinistes, ils ne vont plus tellement faire cet arrêt. Par contre, c'est la voie normale. Là, il y a beaucoup de monde qui va. C'est 2000-2500 par l'été. Et puis là, on a souvent beaucoup d'accidents. Il y a des années, on a 50 accidents. Des années, on a 20. Ça varie un peu les conditions. Malheureusement, on a aussi beaucoup de morts sur cette voie. Dans l'ancien temps, c'était 10 par année, moyenne de 10 par année. On avait une fois le record 17. Heureusement, ça baisse un peu. Maintenant, ça tourne autour du 4-5 par année. Heureusement, on a moins de morts. On ne sait pas pourquoi, si c'est les alpinistes, ils sont plus expérimentés ou ils font plus attention, ils prennent plus de guides. Mais il y a beaucoup de sauvetage, mais heureusement, moins d'accidents mortels. Là, il y a la cabane Solvay qui a sauvé beaucoup de monde parce qu'ils montent aussi un peu dans les mauvaises conditions, mauvais temps. Alors, on a beaucoup d'alpinistes qui peuvent se réduire dans cette cabane et puis ils peuvent rester là. Et puis nous, on va les prendre quand ça nous permet à voler avec les hélicoptères. Ça, c'est la voie face nord, la voie Schmidt. Il y a 2 frères Schmidt, 60 ans en arrière, ils sont venus avec le vélo à Zermatt et puis Munich. C'est des Allemands, ils ont fait cette voie, puis ils sont nous repartis en Allemagne avec le vélo. C'est des grands pionniers du montant. Ça, c'est la voie Bonatti. Walter Bonatti, il est monté à Zermatt pour faire une nouvelle voie avec un copain. Le copain, il n'avait plus tellement envie, il a abandonné. Il a essayé de téléphoner à un autre. Celui-là ne voulait pas venir non plus, alors il est parti tout seul. L'hiver, avec moins 30, il est resté 3 jours dans cette face-là pour faire cette voie Bonatti. Il y a des Snedetsmut, c'est les alpinistes aujourd'hui, les forts grimpeurs. Il y a 4 voies dans cette face, c'est vertical, même sur plombant. Et puis là, ça nous donne des grands problèmes pour le sauvetage, parce qu'avec les cordes normales, on n'arrive pas à approcher. La plus longue corde que j'ai utilisée pour faire un sauvetage, là-dedans, c'est 200 mètres pendus sur l'hélicoptère. Autrement, on n'arrive pas à rejoindre la paroi. Ça, c'est l'arrêt de Zmut. Pour les alpinistes, c'est la plus jolie d'arrêt. Aujourd'hui, il est devenu un peu dangereux pour traverser, chuter pierre, parce que le glacier il est tout fondu. Maintenant, il y a pas mal de problèmes chuter pierre dans ce secteur-là. Ça, c'est l'arrêt italien, qui se fait beaucoup à partir de versant Cervinia. Il y a la cabane Carrel ici, sur cette épaule à 3800 mètres. Ça, c'est le sommet du Cervin. Sommet italien, sommet suisse. C'est pas juste, la frontière, il traverse les 2 sommets. Mais à cause, on arrive et puis l'Italie, sur cette point-là, ils appellent ça le sommet italien. Et puis ici où je suis, c'est le sommet suisse. Mais la frontière, il traverse les 2, l'arrêt. Probablement les premiers sauveteurs qui s'étaient un peu organisés comme team, c'est sûrement les prieurs du Saint-Bernard et du Simplon, où ils sont mis en groupe, ils avaient beaucoup de passages, surtout l'hiver, et puis eux, ils ont aussi entraîné les chiens d'avalanche. Avec les chiens de Saint-Bernard, ils sont formés pour le sauvetage avalanche. C'est sûrement les premières équipes qui ont travaillé un peu comme team dans les 2 cols. Quand l'alpinisme a commencé en 1965, la première ascension au Cervin, 1865, pardon, les alpinistes ils ont commencé à monter, et puis malheureusement aussi vu des accidents, puis les sauvetages, ils s'étaient fait comme un peu comme ils sont arrivés, pris avec souvent portés,
Les blessés graves, avec un transport comme ça, c'était difficile qu'ils ont survécu. En général, qu'ils ont meurent en route, parce que c'est des sauvetages qui durent des jours, des fois, pas seulement une heure comme aujourd'hui. En 1930, il y avait toujours eu plus d'accidents, et puis les sauveteurs, là, ils n'ont pas dormi non plus. Ils ont amélioré leur système, ils ont fabriqué des brancards, ils ont fabriqué des luges pour tirer sur la luge, sur la neige. C'est eux qui n'ont pas dormi non plus, comme nous, on a toujours amélioré aussi aujourd'hui. Il y a tous les autres, il y a des luges, il y a des mulettes, tout ce qu'ils avaient, c'était engagé pour faire transporter ces gens blessés ou bien des gens morts. Les brancards, ils ont toujours amélioré. Ils sont en bois, ils sont transformés en métal, qui encore aujourd'hui, on utilise ce même système, un peu plus moderne, pour faire l'évacuation sur les terrains quand on ne peut pas voler avec les hélicoptères. Un grand pas, qui est pour moi un des plus grands, qui a été fait dans le sauvetage, c'est mettre en œuvre les avions. C'est surtout les grands pionniers Hermann Geiger et Pission. C'est lui qui a transporté les sauveteurs tout près des montagnes, atterri sur les glaciers. Ou bien le plus important, c'est encore évacuer les blessés dans les hôpitaux avec cet avion. Pour moi, c'est un des plus grands pas du vieux sauvetage, du sauvetage moderne. Les avions là, ils ont aussi fait des problèmes. Ils sont restés bloqués dans la neige. Alors une équipe, ils ont dû monter à ski pour tirer en haut l'avion sur un endroit où ils pouvaient nous décoller. Ça arrive encore aujourd'hui, dans un temps, un avion qui se bloque, on le transporte en hélicoptère, plus à pied. Avec les grimpes dans les faces nord, Cervin, Grand Choras et Leiger, c'était les trois grandes faces. Il y a eu des accidents dans cette face. Il y avait un Eric Friedli de Thun, il a fabriqué un câble acier où ils ont fait des grands sauvetages, des fois jusqu'à 500-600 mètres en bas dans ces parois pour récupérer les blessés ou les personnes bloquées dans ces parois. En général, c'était des teams rassemblés, et puis l'Allemagne, les Autrichiens, les Suisses, ils ont fait des teams internationaux pour faire ce sauvetage. C'est clair, ils ont dû monter à pied, et puis l'arête, et puis le sommet, ils sont descendus avec ces câbles. Ça, il y a aussi eu une grande action au Cervin avec des Tchèques. Le premier hélicoptère, c'est Hermann Geiger, il a posé à Zermatt pour un sauvetage au Obergabelhorn. Il n'a pas pu faire parce que la météo n'était pas bonne. Il a atterri au milieu du village. Tout le village il était autour pour voir cet hélicoptère parce que c'était sûrement la première fois que les gens ils ont vu un hélicoptère. Aujourd'hui, si on fait la même chose, atterrir dans un village comme ça, on a 50 réclamations à cause du bruit. Ça a tellement changé. Hein? Que nous, on a des problèmes. En général, on a des problèmes avec des personnes. On a des fois aussi avec du bétail, avec des vaches ou avec des chiens qui tombent dans une crevasse, c'est très rare. En général, c'est avec des personnes. Nous, on doit les sauver professionnels. Notre boulot, c'est sauver ces personnes, aider professionnels. Ce n'est pas à nous à décider s'ils ont fait une erreur ou pas d'erreur, ça ne nous change rien. Notre boulot, c'est aider ces personnes. On doit donner la garantie de sécurité à eux et puis aux sauveteurs. Des fois, ce n'est pas toujours facile de garantir ça. On doit des fois prendre des risques, mais il faut essayer de stopper avant qu'il y ait des problèmes. Ça, c'est notre travail qu'on doit faire dans le sauvetage. On travaille en team, comme dans le vieux temps où l'avalanche a éboli la ligne de chemin de fer. C'est aussi, ils ont dû organiser un peu un team et coordonner pour évacuer cette neige pour les trains qui peuvent nous circuler. Alors, c'est un travail en team. Nous, on est dans le terrain, on est dans du terrain facile, chemin pédestre ou même alpage, jusqu'au terrain très difficile, vertical. On a tous les terrains qui est possible qu'on est engagé pour du sauvetage. On est engagé dans beau temps jusqu'aux tempêtes. On est toujours engagé au grand beau. Ça, c'est facile. On peut aller avec les hélicoptères. Par contre, dans mauvais temps, on va à pied. On essaye quand même à faire ce qu'on peut en allant à pied. On a souvent on a affaire avec des personnes non blessées. Beaucoup d'évacuations parce qu'ils n'arrivent plus à continuer. Et puis jusqu'aux blessés graves. Et puis malheureusement aussi beaucoup de morts. L'accident, l'alerte, vient
à quelque part entre les trois chaînes. Le plus difficile pour nous, c'est un blessé grave dans une terre très difficile et du mauvais temps. Mais aussi là, on doit essayer de faire le maximum pour cette personne et puis qu'on puisse après dormir sans dire « oui, si j'aurais fait ça, si j'aurais fait ci, on aurait peut-être réussi ». C'est pour ça mon avis, c'est de toujours sortir, n'importe quelle tempête, toujours sortir de la maison, parce que souvent on est sorti de la maison et puis ce n'a pas été moins grave qu'on a pensé. Mais quand on sort, et puis il faut avoir le courage, si c'est trop loin, de stopper l'action et retarder ou bien essayer à faire attendre. Mais toujours sortir de la maison, qu'on puisse bien dormir, qu'on a fait le maximum. Parce que si on ne sort pas, on peut toujours dire, oui, si on est peut-être parti, on est réussi, ça c'est pas bon. On dort mal avec ça. Les pilotes, ils sont très forts aujourd'hui, surtout dans les Alpes, que ce soit en France ou bien en Italie ou chez nous. Les pilotes, ils sont très forts parce que c'est des pilotes très expérimentés. Même dans les mauvaises conditions, ils arrivent encore à voler très haut et puis pour transporter les blessés et les sauveteurs. Si ça ne va pas avec les hélis, on va à pied, ça a beaucoup diminué. En général, c'est des actions mixtes. On part un bout avec l'héli, après on continue à pied. Tout d'un coup, il y a une éclaircie, on peut nous faire quelque chose avec l'héli, on continue nous à pied. C'est vraiment des sauvetages très mixtes. C'est pour ça que toute l'équipe, il faut qu'il est prêt. L'héli, il faut qu'il est toujours à disponible, qu'on peut l'appeler par radio et puis il peut venir tout de suite. Pas sans encore être très loin et puis pas prêt. Alors si c'est mix comme ça, il faut que les hélis sont tout près chez nous pour que ça intervenir si ça une éclaircie. Nous, dans l'Eau-Valais, on travaille avec Air Zermatt, on travaille aussi avec Air Glacier, c'est mixte. On peut aussi travailler avec la Rega ou les Italiens, mais en général, nous, on travaille avec Air Zermatt. Ils ont deux bases, une à Zermatt et l'autre à Raron. Par exemple, si les deux hélis ou trois hélis qui sont prévus pour le sauvetage qui sont pris, il y a peut-être un héli d'Air Glacier qui vient ou bien une autre compagnie, on travaille avec eux. C'est plus fixe, le terrain n'est plus tellement fixe comme dans le vieux temps. Il fallait attendre jusqu'à l'héli est prêt à venir. Aujourd'hui, les hélis modernes, c'est les hélis, ils ont un peu à l'intérieur comme une ambulance. Tout ce qui est médical, c'est à l'intérieur. C'est des hélis très bien pour le médecin parce qu'il a la place. Il a tous ces appareils qu'il a nécessaires, presque comme dans une avalanche, qui sont introduits dans ces hélis. Mais pour nous, en altitude, ce n'est pas toujours facile parce qu'ils sont lourds. Et la force il est moins grande, et puis on a des fois des problèmes pour faire des sauvetages en altitude avec ces machines. C'est des machines fantastiques pour amener des personnes d'une passe à l'hôpital, n'importe où, à Sion ou bien Berne. Alors c'est pour ça qu'on travaille souvent mixte avec le Lama ou bien B3, on sort les personnes, évacuer les personnes dans terrain difficile, on les amène sur une place intermédiaire, le médecin les prend en charge, il les médicalise et puis c'est là qu'il décide dans quel hôpital il veut être transporté avec cet alpiniste blessé. Alors c'est le médecin qui décide et puis on informe l'hôpital et puis eux ils partent avec cet héli moderne dans l'hôpital où le médecin qui décide. Et puis nous on travaille plutôt sur cette technique en altitude. Qu'est-ce qu'on a comme épique? Aujourd'hui, on doit faire des cours. On ne peut plus faire du sauvetage sans être formé. Il y a l'Office fédéral des airs qui agit les cours. Il y a tout le monde qui font des règlements. Et puis, on doit suivre les cours. On a 12 kits qui sont toutes les formations pour le sauvetage. Il y a 9 modules qu'on doit traverser pour être sauveteur spécialisé, pour travailler dans le sauvetage hélicoptère. On a un schéma d'engagement à 120 personnes. C'est des patrouilleurs de remontée mécanique qui sont bien formés aujourd'hui, surtout pour les services avalanche, accidents avalanche. Ils sont très forts et puis ils sont tous, en général, tout de suite sur place parce que les avalanches des skieurs, ils sont en général proches des pistes et puis ils sont très vite sur les accidents. Nous, malheureusement, on a toujours besoin de 20 minutes, minimum 20 minutes pour être sur place. Et puis on a les guides qui ne sont pas dans les 12 et puis les profs de ski, on peut engager jusqu'à 120 personnes. C'est très rare qu'on utilise tous, mais il faut sonder une avalanche, on a assez vite 20, 30 ou 40 personnes engagées.
On a toujours encore 7 chiens d'avalanche, c'est encore le meilleur système pour le sauvetage organisé parce que ces chiens, ils trouvent encore une personne s'ils ont un appareil sur eux ou bien pas. Et puis en plus, ils sont encore très rapides parce qu'on a vu plusieurs fois des accidents où l'alpiniste qui était sous l'avalanche, il avait un appareil, mais le chien il était encore plus rapide pour le trouver. Alors il faut engager tous les moyens pour trouver une personne, mais le chien d'avalanche, on ne peut encore pas oublier. On a aussi des chiens de surface, qui sont engagés l'été quand les gens se perdent dans les alpages ou bien dans le terrain un peu difficile. Ils sont presque plus d'engagement que les chiens d'avalanche parce qu'eux, ils peuvent, avec le nez, ils ont le nez beaucoup plus fort que nous, ils peuvent trouver une personne, puis nous, on peut passer 2 mètres à côté sans rien voir s'ils sont cachés dans des veines. On a beaucoup de crevasses, sauvetage crevasses, on a 20-30 sauvetages crevasses par année, et puis des fois, malheureusement, des gens qui ne rentrent pas, et puis on ne sait pas où ils sont. On sait qu'ils sont quelque part sur un glacier ou dans une crevasse, et puis ce n'est pas facile de les trouver si on ne voit plus les traces, ou bien s'il neige, alors on engage les chiens. Le chien il est encordé avec le conducteur chien d'avalanche, et puis un guide qui est avec pour assurer. Et puis avec les chiens qu'on cherche les crevasses, et puis eux, s'ils sentent quelque chose, ils ont une réaction. Ce n'est pas comme les chiens d'avalanche qui grattent dans la neige. Chaque chien il a une autre réaction. Alors s'ils ont quelque chose comme ça, nous on descend dans la crevasse pour voir s'il y a quelque chose ou bien rien du tout. On travaille avec différents hélicoptères. Il faut toujours faire un cours avec différents hélicoptères qui est réglementé par l'Office fédéral des airs. Un pilote ne peut plus prendre un guide sans formation pour faire un sauvetage, parce que c'est le pilote qui est responsable, et puis il s'exige qu'on suit un cours, et puis tous les 2 ans, un cours répétition. Dans le temps, on a amené les blessés dans un hôpital ou bien chez un médecin au village. Aujourd'hui, on transporte le médecin sur place. Même dans le terrain extrême, c'est toujours le sauveteur qui est le premier sur place qui décide, je prends le médecin sur place ou bien je ne le prends pas. Ça dépend un peu des conditions. S'il n'y a pas de danger de chute de pierre ou bien avalanche, ou bien les météos se permettent, on fait venir le médecin sur place. Si c'est trop dangereux, on essaye de faire une médicalisation rapide et puis essaye d'évacuer le plus vite possible. Ça dépend un peu des conditions. On a déjà pris le médecin dans la paroi nord parce qu'il fait grand beau et puis un blessé grave. Pourquoi pas prendre le médecin dans une paroi nord pour médicaliser les gens sur place? Mais c'est le guide qui décide ça s'il peut prendre ou pas. On a beaucoup d'accidents de crevasses. En général, c'est le trace qui descend dans une crevasse. Là, c'est facile. Là, on sait où il est. Et puis, des fois, on a des gens, on ne sait pas où ils sont. Alors, il faut fouiller les crevasses. On a des actions, des fois, des jours à fouiller les crevasses. Et puis, jusqu'on la trouve, ou bien, malheureusement, on n'a pas toujours tous trouvé. Là aussi, avant, c'était toujours avec des mouflages. Et puis, c'est pour les alpinistes, pour les types qui tombent dans une crevasse, qui sont blessés, ce n'est pas la bonne technique parce que ça donne tout en haut par à coup. Et puis, pour faire passer le pont au bord de la crevasse, ce n'était pas facile. Donc, déjà, eux, qui ont tout essayé avec des crochets, avec des filets, avec les marteaux-pics, avec des tronçonneuses, et tout essayé pour améliorer cette technique. Eux, ils n'ont pas dormi non plus. Et puis, nous, on a dit, il faut inventer un trépied qu'on peut poser sur un crevasse. Les trépieds, c'est peut-être les Roumains qui ont déjà trouvé, mais nous, on adapte au sauvetage crevasse avec 2 treuils. Le guide qui descend, il prend les 2 cordes, et puis à un côté, c'est le blessé qui va être accroché, puis dans l'autre, c'est le guide qui reste. Des fois, ici aussi, dans mauvais temps, dans ce sauvetage-là au Mont-Rose, on avait 3 alpinistes qui sont tombés dans la même crevasse. La météo n'était pas bonne, et puis même avec très mauvaise visibilité, les pilotes ils sont tellement forts qu'ils arrivent encore à transporter le matériel nécessaire. Ça, c'est un sauvetage normal. Ça, c'est le guide. Et puis, l'alpiniste qui est tombé, le guide, il peut rester à la même hauteur, il peut rester derrière, il peut aller devant. Il est vraiment libre du système pour sortir l'alpiniste en surface
sans trop de problèmes. Il doit aussi faire attention à ces blocs de glace. S'il y a encore des alpinistes qui sont en bas ou bien des guides qui sont en bas en train de travailler, il ne faut pas que les blocs qui tombent. Alors c'est à lui à diriger cette personne en surface. En général, en surface, il y a le médecin qui les prend en charge. Puis si c'est possible, dans les crevasses, ce n'est pas toujours facile. On descend même le médecin dans la crevasse. Le problème, on a ou dans les crevasses très étroites, très minces, 18 cm, une personne qui bloque, c'est la tête et les chaussures qui bloquent, le reste il passe. Et puis là, on n'arrive pas à descendre. Même si on arrive à descendre pour le crochet, on n'arrive pas à récupérer en haut. Alors, dans le vieux temps, c'était avec les piolets, j'étais dans un accident. On a pu discuter avec la personne, il était 20 mètres dans une crevasse très étroite. Nous, on a taillé avec les piolets. Quand on arrivait vers lui, malheureusement, il était mort. On a dit aussi ça, il faut améliorer. Et puis, aussi, eux, ils ont aussi commencé avec une pince. La pince, j'ai été une fois dans un exercice, dans une pince, j'ai cru que j'avais les jambes tout cassées quand j'arrivais en haut. Plus qu'il tire en haut, plus que ça serrait. Hein. Alors, c'était un système qui fonctionnait. À première vue, on avait l'air que ça fonctionne, mais ça ne fonctionnait pas. Alors, nous, on a changé sur le compresseur électrique, marteau-pic électrique. Aujourd'hui, on travaille avec ça. On a passé du pneumatique air comprimé sur électrique. Avec le compresseur à air, on avait le problème, les marteaux ils sont toujours gelés et puis les tuyaux sont aussi gelés. Alors, on a élargi la crevasse avec ces marteaux. Il y en a toujours deux qui sont en bas en train de travailler. Et puis, il y a une équipe à haut qui est responsable pour le moteur et puis les autres à haut pour changer l'équipe parce qu'il faut travailler très dur. Il faut que ça fonctionne. On ne doit pas perdre une minute dans ce sauvetage. C'est la technique comme on travaille. Et puis ici, on travaille toujours pas horizontal parce que si on travaillerait horizontal, la neige va tomber, la glace va tomber sur l'alpiniste. Alors, ce n'est pas bon. On doit descendre un peu en biais. On avait au Dôme, une fois, une personne, 42 mètres, un alpiniste italien. On a taillé 20 mètres en bas, à travers, et puis 6 mètres horizontal pour sortir. On a pu récupérer vivant. Il était transporté à l'hôpital d'Ille à Berne. C'est clair, la médicalisation s'est beaucoup améliorée avec le réchauffement, avec la machine pneumopulmonaire, ou je ne sais pas comment ça s'appelle exactement en français. Et puis, ça a beaucoup aidé aussi, en tout cas. L'alpiniste, là, il a marié l'infirmière qui l'a soigné à Berne. Et puis aujourd'hui, c'est une famille de deux, avec 2 enfants qu'on a toujours le contact. Alors, on avait 44 sauvetages, j'ai vécu. On a 7 qui sont morts, et puis les 7, ils étaient morts en tombant. Le reste, on a tous pu récupérer vivants à cause de cette technique, à cause de ce système. Et puis, il faut les guides qui s'entraînent, qui peuvent travailler avec ces techniques, parce que c'est très fatigant. Très dur. Avec la grimpe dans les parois extrêmes, on avait souvent les cordes assez longues sur les hélicoptères. Dans le vieux temps, ils étaient 25 mètres, après ils ont monté à 50. Aujourd'hui, on a 90 mètres sur les télés modernes. Ça nous a facilité un peu plus, mais encore maintenant, on n'arrive pas à approcher à cause que ce n'est pas assez long. Alors, on fait la technique long line, on va vers l'alpiniste qui est bloqué ou blessé, on garde l'altimètre, le pilote il monte en vertical jusqu'à un endroit où ils peuvent avoir une bonne référence pour voler en stationnaire. Et puis là, on garde nous l'altimètre, et puis ça, c'est la différence du corde qu'on met dedans. Le plus long, j'ai fait, c'est 220 mètres. On retourne à quelque part où on peut atterrir, on fixe la corde au crochet avec une sécurité à travers la cabine, et puis l'héliport vertical, et puis on est pendu cette longueur corde en dessous de l'héli. Pour monter, on n'est jamais droit sur l'héli, on est derrière, ou bien si faire un tour, on sort. Et le plus difficile, c'est quand on approche la paroi. Il faut qu'il stoppe assez vite, autrement on se fait jeter dans la paroi en balançant vers la paroi. Là, c'est le pilote qui est très forcé. Ici, j'ai un sauvetage au Cervin, face nord. 2 alpinistes qui ne savaient rien du tout, ils disaient qu'ils ont perdu les crampons. On ne sait pas trop si c'est vrai, en tout cas, ils n'avaient pas les crampons. La météo, elle était grand beau. Also, c'était question météo. Il n'y avait rien de spécial, c'était un sauvetage très beau, facile.
Et puis c'était dans la face nord. Ceux qui ont filmé ne savaient pas qu'ils avaient la caméra en marche, parce qu'aujourd'hui tout le monde y filme quelque chose. Et puis eux, ils avaient la caméra, je me suis approché vers eux. Et puis là, c'est toujours le problème, on doit essayer à faire une amarrage. Des fois, les alpinistes, ils ne sont pas des bons amarrages, alors c'est mieux qu'on fasse une toute seule, ou même, ou bien parce qu'il faut lâcher l'hélicoptère. Il ne faut pas qu'il reste trop longtemps accroché aux parois, parce que les pilotes ne savent pas quand l'hélice est fixe à la paroi, et puis parce qu'ils perdent la liberté. Alors l'hélice part. J'ai préparé les deux alpinistes parce que le pilote qui décide s'il prend 2 ou 3 ou bien, on appelle le pilote, écoute, je peux te donner 2 ou bien, c'est le pilote qui dit oui, je peux prendre les 2. Alors ici à cet endroit, j'ai préparé les 2 pour évacuer ensemble. Alors on doit enlever tous les matériels qui sont assurés, toutes les cordes, plier les cordes, parce qu'ils sont seulement assurés à une seule bout de corde, une petite bout de corde, ça c'est cette corde-là, avec un nœud, et puis les deux, ils sont attachés là. Les deux, ils m'ont encore demandé pour faire une photo. Alors, j'ai fait cette photo pour leur plaisir. Et puis après, j'ai fait venir l'hélice pour les évacuer. Là, le pilote, il prend nous le même endroit où il était avant. Alors, on ne doit plus tellement corriger en bas, on arrive assez proche vers ces alpinistes parce qu'il y a un boule et un poids qui pèse 20 kilos qui viennent contre nous. Et puis moi, je dois diriger l'auteur et puis la direction et puis on essaie à choper cette corde. On croche les deux et puis après, on lâche tout de suite avec cette corde. Quand on accroche, on lâche tout de suite, on ouvre cette nœud et puis l'hélice peut partir. Alors c'est un système qui est très rapide et très sûr, et puis le pilote, il n'est pas trop longtemps attaché à la paroi, parce que certains pilotes, ils n'aiment pas du tout être attachés. Alors c'est le pilote qui décide si on peut faire ça, si on ne peut pas la faire. S'il dit, moi je ne veux pas être attaché parce qu'il y a du vent ou autre chose, alors c'est nous qu'on doit changer la technique. On essaie de descendre en rappel ou bien monter quelques mètres pour trouver une place où on peut être stationnaire sans être assuré. Si le pilote n'est pas d'accord, quand l'hélice reste accroché. C'est à nous à faire ce que le pilote décide parce que lui, il capte cette action. Ça, c'est la face nord. Ils étaient ici dans cette région-là pour évacuer. C'était très facile parce que la météo elle était bonne et puis c'était des alpinistes non blessés. Ici, un accident au Cervet, à 4000 mètres, on voit, même le pilote, il tourne peut-être à 2 mètres de la paroi, il a une longue corde et puis les sauveteurs, ils sont ici en bas dans le brouillard. Alors il y a beaucoup de capacité chez les pilotes pour faire le sauvetage. Ou bien ici, l'hélicoptère, il est carrément caché dans le brouillard, il a la référence à la paroi, mais il était quand même d'accord de faire ce sauvetage. Le blessé, il est ici. Alors, nous, on a beaucoup de chance avec ça. Les pilotes, en général, ils sont très forts. Si ça ne va pas, on essaie à faire à pied. Malheureusement, on a des accidents un peu durs. Ici, il y avait 4 alpinistes, 2 femmes et 2 types de Pologne. Ils sont montés au Cervet avec des souliers trekking et puis des habits gym. Ils étaient 3 jours déjà en route. Les guides, ils ont dit qu'ils devaient retourner en bas parce que la météo il va venir mauvais. Ils n'ont pas écouté. Même un guide slovaque qui est toujours à Zermatt, il les a informés avec leur langue. Ils n'ont pas écouté. Ils sont restés là-haut, puis tout d'un coup, le mauvais temps il est venu. Ça, c'est le jour après l'accident. Il y a une tempête qui est venue et puis ils ont appelé par Andy. L'Andy nous a toujours coupé 2 mois et puis après nous coupé. Ils ont nouveau retéléphoné, nouveau coupé et puis encore en Pologne, la langue polonaise. On ne savait pas ce que c'était. On a dit sûrement il y a quelque chose au Cervet. Alors on a décidé de monter au Cervet pour voir si on trouve quelque chose, si on peut faire quelque chose. On a monté là-haut. Il a fait tellement mauvais temps, on a pu venir jusqu'à la cabane en hélicoptère. Après, on est monté à pied en pensant si on peut trouver quelque chose ou bien pas, pour faire le maximum. C'était les conditions qu'on est monté. À peu près à 3700 mètres, on a trouvé les 2 femmes hypothermiques. Les 2 hommes, on n'a pas trouvé.
On a porté en bas les 2 femmes à la cabane. Là, on a pu charger dans l'héli pour aller à l'hôpital avec des gélures. Et puis les 2 hommes, on n'a pas trouvé. On a cherché jusqu'en tombant la nuit, et puis la météo elle était tellement mauvaise, on n'osait plus continuer, puis on ne savait pas où il faut aller. On n'avait aucune liaison avec eux, ni oral, ni avec téléphone, on n'avait plus rien, on ne savait plus où il faut aller. Alors on a abandonné cette action, parce que pour nous, c'était exclu de faire quelque chose. On est monté le jour après, et puis malheureusement, on a trouvé un qui était pendu dans une corde, tout gelé, ils sont séparés, et puis un, il est tombé. Ça, c'est des accidents un peu durs parce qu'ils étaient avertis par beaucoup de guides et puis ils sont réécoutés, ils sont quand même, et puis après, il y a eu 2 morts. Un accident aussi au Servet dans la face nord, à 4000 mètres. Le gardien Camon, il m'annonce 2 alpinistes japonais perdus dans la face nord. On n'avait pas d'alerte, mais celui qui a dit, là, il y a un problème parce qu'il a maintenant, il a fait très mauvais temps et puis les 2 alpinistes ne sont pas rentrés. Le soir, la météo se dégageait, mais il y avait beaucoup de vent. Nous, on a décidé de faire une vol de reconnaissance. On est monté et puis on a trouvé les 2 alpinistes ici en haut. Mais ils n'étaient pas 2, ils étaient 7. Alors, au lieu de 2, 7, nous, on arrivait en haut vers eux. Et puis là, on a vu 2 alpinistes qui étaient déjà morts. Ils étaient déjà gelés à la paroi. Et puis les autres, ils étaient un peu partagés ici, 2, et puis 2 encore plus haut. À cause du pilote, il nous a réussi de mettre 2 avec le treuil vers ce groupe-là. On a pu évacuer les 5 autres. Parce qu'à pied, ça aurait été exclu. On n'aurait jamais pu sortir cette équipe vivante jusqu'on aurait été en haut, au sommet du Servet, descendre avec des cordes vers eux. On n'aurait jamais arrivé le soir là. Et les 5 qui sont vivants à cause du pilote. Le pilote, il nous a réussi à mettre en 2 là-dedans. Nous, on a sorti ceux qui étaient vivants ici. On est monté à pied vers celui-là, puis après on est monté en haut pour évacuer les autres. Les 2 morts, on a récupéré 2 jours après, parce que là, ça ne sert à rien de prendre des risques pour chercher des personnes mortes dans une paroi extrême. Là, à pied, c'était exclu pour nous de faire quelque chose. Des fois, on a des accidents un peu tristes. Il y a 3 Polonais, Bulgares, ils ont monté à la face nord. Il y avait une fille de 18 ans, elle était à la cabane. Il avait la liaison radio avec eux. Et puis cette fille, tout d'un coup, il nous appelle, j'ai plus de liaison avec les collègues. Il n'y a plus de réponse, il y a sûrement un problème. Alors on a décidé de monter. On a cherché dans la paroi, on n'a rien trouvé sauf les traces. Et puis après, on a descendu au pied de la paroi, puis on a trouvé les 3 morts ici en bas. Ils sont tombés, on ne sait pas pourquoi, tous les 3 en bas au fond de la paroi. Et puis nous, on avait le grand problème avec cette fille. Il parlait seulement le bulgare, personne ne pouvait discuter avec lui. Elle, et puis malheureusement, on avait un groupe de CARE, il s'appelle CARE, qui s'occupe un peu des personnes accompagnantes qui viennent à l'héliport, parce que nous, on n'a pas le temps. Alors, c'est eux qui viennent. Il y a une dame de TEF qui est venue pour soigner un peu cette fille, aller vers la police et organiser tout le transport de ses 3 copains. Et puis, cette femme, il l'amène partie en Bulgarie, elle l'a portée à la maison pour rentrer, parce que cette fille elle était vraiment perdue. Elle ne savait plus quoi faire parce qu'il ne pouvait pas discuter rien. Ça, c'est des accidents un peu tristes. Une semaine après, nous, la même chose, 3 alpinistes polonais, ils sont montés aussi dans le Servet par entrée. Nous, on a fait des vols de reconnaissance, et puis là, la même chose, les 3 qu'on a trouvés ici en bas, malheureusement aussi tombés. C'est des accidents, mauvaises conditions, un peu mauvaise météo. Ça, c'est le gros problème. Ils viennent et puis ils voient uniquement le Servet, pas une autre montagne. Malheureusement, aussi là, un accident très grave avec 3 morts. On travaille aussi la nuit. On fait aussi la nuit. C'est le pilote qui décide si on peut faire le sauvetage nuit. Si les nuits sont bonnes et claires, ce n'est pas un grand problème. Mais des fois, il y a la météo qui ne permet pas toujours de voler. Et puis aujourd'hui, avec ce problème de téléphone, les gens ils partent, ils s'appellent par radio, par téléphone. On est bloqué, on a froid, on a tout. Et puis il faut les venir chercher. Puis là, on a pris des fois trop de risques pour rien du tout. Aujourd'hui, on fait une analyse, même niveau international. On a décidé de faire des analyses, comment on veut
traiter ces accidents, c'est pas des accidents. Si c'est médicalement à zéro, alors médicalement ils n'ont pas de problème, ils sont uniquement bloqués, ils n'arrivent pas à continuer parce qu'il fait mauvais temps, ou importe, ils sont fatigués. Chute de pierre, en danger objectif, chute de pierre ou avalanche, ou importe. Là, on essaie à rapporter le sauvetage. On a dit, écoutez, vous vous protégez parce qu'on ne peut pas venir maintenant, c'est trop dangereux, on viendra quand ça nous permet d'essayer à vous protéger. Et puis là, on a beaucoup de téléphones. Tous les heures, ils téléphonent, on veut mourir parce que trop froid, on n'arrive pas à survivre le matin. Mais là, il faut quand même être un peu plus dur avec ça. Parce que j'ai vu une fois deux sauvetages, même nuit, une à Servet puis l'autre à Lobelgabehorn. La nuit, ils voulaient mourir parce que la météo est vraiment mauvaise. Le jour après, grand beau de soleil, ils ne voulaient plus rien savoir du sauvetage. Alors là, c'est quand même prendre des risques, oui. Si c'est des personnes blessées ou en danger, on prend beaucoup de risques. Mais pour comme ça, on a décidé, on devait quand même un peu stopper. On avait une fois un EDM à la cabane Margarita, la nuit. On est monté là-haut, le type on a chargé dans l'héli. On est resté une quart d'heure bloqué à la cabane à cause du brouillard. Tout d'un coup, le pilote il a vu une lumière en Italie. On a fait un vol vitesse en bas sur ce village. On est descendu à Lagna, on a dû dormir là. Et puis le type, il est sorti de l'hélicoptère comme il n'avait rien du tout. Il avait un peu mal à la tête. Et puis là, on était obligé de dire ça, c'est un risque pour rien du tout. Alors là, il faut quand même faire attention. Ça, c'est un autre problème un peu avec les incendies. Il n'y avait pas avant. Les alertes, ils ne sont pas venus comme ça. Puis les gens, ils sont obligés de descendre tout seuls si la météo il était mauvaise. Des fois, on a des accidents, on ne peut pas trop penser comment on fait. On était une fois en route pour le Servet. Il y a un alerte qui est venu, puis là-bas, vous devez tourner tout de suite à Tèche. Il y en a un qui est tombé dans l'eau. Il a voulu traverser une rivière, une tuyau, au lieu de le pont. Et puis un qui s'est promené, il a fait du training, il a vu, il a encore crié, va pas là-dessus, et puis il était déjà loin. Alors nous, on a retourné, puis là, on n'avait pas le temps de réfléchir comment on fait. Descendu à Tèche, avec le treuil descendu dans l'eau. J'ai pu choper dans les habits, mais j'ai dû lâcher, les habits sont lâchés, puis j'ai dû lâcher parce qu'il y a un pont qui est venu. Il a traversé le pont, et puis l'autre côté, je suis nous rentré dans l'eau. Je l'ai réussi à choper aux ceintures, et puis je l'ai pu tirer au bord. Là, c'est ceux qui ont donné l'arrêt qui sont suivis au bord, cette rivière, et puis c'est eux qui ont pu choper pour tirer dehors de l'eau. Il avait l'arrêt du cœur. Un deuxième héli, il est venu avec le médecin, avec le massage du cœur. Il est nouveau venu, et puis il est vivant. C'est un indigène de Zermatt. Il a eu beaucoup de chance. Si nous, on n'était pas en l'air, il aurait été foutu. On est venu trop tard, parce qu'en bas, après, c'est dans les gorges, on n'a rien pu faire. Des fois, il faut avoir beaucoup de chance, mais ces images, il veut dire qu'on n'a pas toujours le temps de réfléchir et discuter comment on fait un sauvetage. Il faut réagir tout de suite. On est aussi en route avec le mauvais temps, si on ne peut pas voler, surtout sur les glaciers. On est devant, on est trop. On travaille avec le GPS, avec les altimètres et les boussoles. Le premier, c'est celui qui est le plus difficile. Le deuxième, lui qui a les appareils, il dirige le premier. Tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas tout droit. Et puis c'est lui qui marche un peu comme on peut, surtout la nuit, qu'on ne voit rien du tout. Et puis on est toujours trois parce qu'on a plusieurs fois, c'est le premier qui est tombé dans une crevasse. Et puis le deuxième, il avait à peine à retenir, surtout avec les skis. Il fallait presque attirer dans une crevasse. C'est pour ça qu'on est toujours trois. Derrière quatre, la luge, il attache aussi avec la corde. L'alpiniste là-dessus, si jamais la luge il tombe, les alpinistes qui peuvent tenir. On avait une fois, puis la cabane Margarita, Montrose, dans la nuit, avec le mauvais temps, 9 chutes sérac de crevasse avec le premier alpiniste, le premier sauveteur, parce qu'ils ne voient vraiment rien, et puis ils marchent dans la crevasse jusqu'ils tombent. Mais on a décidé 3 fois, puis après on change un peu. Sauvetage avalanche, ça c'est le gros problème. On devait sortir la victime en un quart d'heure, et puis pour nous c'est presque pas possible. En un quart d'heure, on n'est jamais sur place. Et puis malheureusement, aide aux camarades, ils ne fonctionnent pas toujours. Et alors on doit monter. Puis ici, il y a une femme qui est tombée il était sous 2 mètres de neige. Il y avait 9 personnes sur l'avalanche quand nous on arrivait, puis il n'était même pas localisé. Et il a vu le DVA sur elle,
mais ils n'étaient pas capables de localiser cette personne. Jusque nous, on était en haut, dégagé, c'était trop tard. Ça, c'est dommage. Ça, aide aux camarades, ils ne fonctionnent pas toujours. Comment on travaille? Nous, c'est clair, on essaie de monter plus vite avec les hélis. On met en place tous les moyens qu'on peut trouver la personne. Reco, Arva et le chien, et tout le monde y part. Et puis quand on commence à appeler, qu'on a trouvé la victime, il faut le médecin qui est sur place avec son équipement qui peut tout de suite introduire et soigner la personne. Sauvetage avalanche, il faut être très dur, un peu comme militaire, service militaire, parce que si on laisse aller, si on a 50-60 personnes sur une avalanche et puis on ne les dirige pas strict, tout d'un coup, on ne sait plus qui fait quoi. Et puis on a une grande histoire, alors il faut les diriger vraiment un peu comme un militaire et assez dur. Un accident grave, c'était le Teschwang. Il y a une avalanche, un arrêt qui est venu, il manquait un bus qui est parti de Zermatt avec 9 personnes, qui n'est pas arrivé à Tesch. Nous, on a survolé la région. On a trouvé une avalanche et puis malheureusement aussi le bus qui était ici dedans. Notre problème, c'était qu'on a stoppé l'eau, il y avait un lac. Il fallait d'abord creuser la neige pour que l'eau qui parte, parce qu'on avait peur tout d'un coup, le lac se vide, on se fait emporter les sauveteurs. À Tesch, on a mis une grille dans la rivière, si jamais quelque chose qui est emporté par l'eau, qu'on peut l'arrêter là, avant de travailler là. Quand l'eau était loin, on voit là, toute l'avalanche, il s'est fondu en tout cas 2-3 mètres. Puis malheureusement, là, il y a eu 11 morts, parce que le soir, il y a encore une alerte qui est venue, manquant une personne de Tesch avec son fils, fils de 9 ans. On a trouvé cette voiture dans l'avalanche aussi. C'était une action qui durait 3 jours, jusqu'on avait trouvé tous les 11. Ça, c'était le bus, le toit il était arraché, puis toutes les personnes ils étaient éjectées dehors. Un accident assez grave qui a fait beaucoup de discussions après au niveau juridique, qui était responsable, pourquoi la flottille était ouverte et pas fermée. Il y avait eu beaucoup de discussions, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait encore pas le service avalanche comme on a aujourd'hui. On suit un peu les conditions. Accident sur les séracs, ça c'est le plus dangereux aussi pour nous, parce que ça peut tomber n'importe quand, n'importe l'heure. Ça n'a rien à voir avec la météo, avec la chaleur, avec la température, c'est le bougement du glacier. Et puis là, on avait 3 alpinistes qui étaient pris là-dedans. On a trouvé avec cet appareil Reco, et puis après les 2 autres, on a dû creuser des tranchées avec la corde. Et puis on était toujours réduit, toujours seulement 2-3 sauveteurs, parce qu'on ne savait pas jamais quand ça tombe. Et puis là, il fallait travailler avec les piolets de maçonnerie, avec les pelles avalanches, avec des sondes d'avalanche. On n'arrive à rien faire dans ces champs des avalanches. Le foudre, avec le réchauffement, ça nous a un peu augmenté les accidents de foudre. Là, c'était au sommet du Lyskam. 3 alpinistes qui sont fait prendre, 2 ils étaient morts. Il n'avait rien du tout, ça donne des brûlures énormes. Et puis là, si on arrive au chope le foudre, ou on a la chance ou bien on n'a pas la chance. Là, il n'y a pas 36 solutions. Ou on survit ou bien on ne survit pas. On a vu beaucoup d'accidents, surtout Breithorn, où les gens ils étaient vivants, blessés graves, mais on a aussi vu des morts. On travaille aussi sur les remontées mécaniques, sur l'ordre des responsables techniques, les remontées mécaniques, c'est responsabilité chez eux. Et puis si on va terrestre, s'ils sont surchargés, ils nous demandent, et puis on va donner un coup de main dans un secteur, c'est eux qui nous donnent. Et puis on a notre matériel pour dégager les personnes, évacuer les personnes bloquées dans les cabines. Par contre, avec les hélis, c'est nous qu'on fait. C'est tous les sauveteurs spécialisés, parce que les remontées mécaniques, s'ils devaient faire chaque année un cours pour travailler avec ces techniques, ça donne beaucoup de frais d'hélicoptère. Ça donne peut-être, les sauveteurs, ils ne sont quand même pas au point, parce qu'ils font peut-être ça 1 fois ou 2 fois dans leur vie. Et puis, ça ne sert à rien, c'est eux qui fassent, pour peut-être utiliser 1 fois dans 20 ans dans leur remontée mécanique. En général, on a 2-3 évacuations par hiver. Alors, c'était décidé avec les sociétés de remontée mécanique, société fédérale. S'il y a les hélis qui sont engagés, c'est les sauveteurs spécialisés qui sortent les personnes
jusqu'à 6 à la fois, dans une place intermédiaire. On les lâche là, et puis à partir de là, c'est nous, les remontées mécaniques, qui sont responsables pour la suite, pour prendre les noms et puis voir s'il y a tout en ordre. Ça, c'est nous, les remontées mécaniques. Nous, c'est uniquement évacuation sur les cabines ou télésièges. Les parapentes, il y a eu les accidents parapentes. Là, on a un problème, on n'ose pas les approcher avec l'hélicoptère parce que c'est dangereux. On fait tomber de la corde, ou bien ici, la voile part nous en l'air et puis se fait tomber. Alors, on doit toujours approcher à pied. Sur les câbles, on a fabriqué un appareil technique pour aller sur les câbles. Et puis là, dans les roches, on doit essayer d'être approché à pied parce que c'est trop dangereux avec eux. Une fois qu'on a assuré la personne et évacué, enlevé la parapente, là, on peut faire venir l'héli pour les évacuer. La chance qu'on a, si eux peuvent voler, nous, on peut aussi voler avec les hélis. Accident hélicoptère, si c'est des collègues comme ici au Montrose, à notre société avec 5 blessés graves, là, il faut du personnel médical. C'est moins les guides qui ont besoin, ben, nous, on doit aider. Et puis là, c'était quand même un peu dur parce qu'il y avait 5 blessés graves, heureusement pas morts. On a vu quand même un côté de la chance. Ici, cet avion, on a cherché toute la nuit. Et puis on n'a pas trouvé la nuit. Le matin, on a trouvé l'avion, il était vide, il n'y avait personne dedans, il y avait 3 passagers. Après, on a vu les traces qui descendent en direction Italie. Et puis on a suivi les traces, on a tous deux, avec les pantoufles de gym, ils ont essayé de descendre un couloir, et puis 2 qui sont tombés, on a trouvé mort au fond du couloir, et puis on a pu récupérer dans ce couloir. S'ils étaient restés dans la cabine, ils auraient été bien, mais sûrement la panique. Ils sont partis, ils ont lâché l'avion et partir. On a aussi des accidents routiers, des accidents sur les chantiers, comme ici. Le chauffeur était bloqué, coincé là-dedans, ou bien ses voitures. Là, on travaille avec les pompiers, parce que eux, ils sont des spécialistes pour ouvrir les carrosseries avec leurs pinces. C'est eux des spécialistes. Nous, on les amène sur place. S'ils n'arrivent pas à aller sur place, maintenant ils ont des cordes aussi, ils font des cours qu'ils peuvent aller eux-mêmes sur place, et puis nous on fait le sauvetage et récupère. Là on travaille main avec les pompiers, chacun son boulot. On a vu aussi des genillettes dans les crevasses. J'avais 5 sauvetages comme ça, dans 3 fois il était mort, une fois on avait 5 blessés graves, et puis ici le chauffeur il était coincé dans cette cabine. Là aussi, on a dû faire venir les pompiers. Le problème, on avait le moteur qui encore tourné, on avait la crevasse pleine de gaz parce qu'il ne ressort pas. On a d'abord dû faire un trou pour arrêter le moteur et puis après dégager le sauveteur. Il était blessé, mais il a survécu. Puis on commence avec des machines, des pelles mécaniques à remplir les crevasses. Et puis tout d'un coup, une alerte est venue. Une machine, pelle mécanique, il est tombé dans une crevasse, c'est celui-là, c'est le bout là. Le chauffeur est encore là-dessus. On a dégagé, il n'avait rien du tout, quelques petites griffures. La première chose qu'il nous a dit, c'est la dernière, son boulot avec cette machine sur les glaciers, c'est terminé. Il ne voulait plus conduire. Pour sortir cette machine, ils ont monté une deuxième pelle mécanique, ils ont carrément fait une route pour sortir, autrement, c'est exclu de sortir cette machine. Des fois, on a des gens coincés sur des cailloux, bien sur des arbres. Là, on travaille maintenant avec ces coussins qu'on peut lever 11 tonnes par coussin et millimètre par millimètre. Avant, on a fait ça avec les difforts, puis c'était pas facile à manier. Maintenant, avec ça, c'est facile à lever un poids assez lourd pour débloquer ces personnes. On est aussi engagé dans les catastrophes, comme Gondo. Nous, on est descendus les premiers pour évacuer ce village. Ça, c'était assez difficile parce qu'on ne savait pas combien de personnes qui s'étaient prises dans cette catastrophe. Nous, on a évacué cette partie-là avec l'héli. L'autre partie, elle était évacuée avec les véhicules encore. Et puis, on est resté la nuit sans liaison radio, sans liaison téléphone. On a commencé à chercher des personnes si jamais on trouve encore quelque chose. Le plus difficile, c'était qu'il y avait un père qui manquait les 2 enfants. Il voulait toujours partir pour chercher, puis nous, on n'a pas osé laisser partir tout seul. Heureusement, il a trouvé ces 2 enfants au simple village où toutes les personnes étaient
rassemblés et contrôlés. Nous, on est resté 6 jours après. Après, une fois les militaires, les pompiers, toutes ces équipes de protection civile qui sont venues, nous, on a reçu un peu plutôt des ordres de charge sécurité de ces personnes. On est resté 6 jours là-bas à aider dans ces catastrophes de Gondo. On a aussi pour le service avalanche, à partir de cet accident du bus, ils ont organisé un service avalanche pour le Mattertal, pour le trait et la route, et le chemin pédestre et tout ça. Et puis là, je suis encore responsable pour cette équipe. Chaque commune, il a 2 observateurs. Si un il a un problème, il nous appelle, et puis on essaie à discuter comment on fait, si on ferme ou bien on ne ferme pas. Et puis on mine les avalanches, à partir avec les hélicoptères, ou bien partir maintenant avec les pylônes mécaniques, on peut, avec l'ordinateur et puis la maison, on peut déclencher les avalanches. Ça, c'est des systèmes très bien parce qu'on doit fermer la route ou le trait peut-être 20 minutes, même dans le mauvais temps. Par contre, avec l'héli, on doit attendre le beau temps. Autrement, si on ne peut pas voler, on ne peut pas déclencher. Et puis les avalanches, avec l'héli, des fois, ils viennent plus grands parce qu'on ne peut pas, avec les automates, on peut déclencher avec 20 cm. Avec là, on doit attendre. Mais ça, c'est une avalanche qu'on a déclenchée avec l'héli. Il est venu beaucoup plus grande. On a fait des dégâts ici en bas, mais on peut ouvrir la route, nous, puis le trait. Mais ce n'est pas facile toujours. On travaille aussi international. International, il y a 34 pays, 60 organisations. On se trouve chaque année. Pour se rencontrer, il y a 4 groupes de travail, il y a les mécaniciens, il y a les pilotes, il y a les médecins, il y a les sauveteurs, et puis les instituts comme Weissflujoch, et puis on fait des échanges. Et puis partout, il y a des bonnes choses, partout, il y a des nouveautés qui sont fantastiques, et puis c'est là qu'on peut rien perdre. Et puis on a toujours, si on travaille avec ce système-là, on sait qu'à quel niveau on travaille nous, parce qu'on est vite en arrière si on reste à la maison. À cause de ça, je suis été aussi engagé en Pakistan. C'est le Siachen Gletscher, qui est un peu un terrain qui aime toujours un peu la guerre entre les Indiens et les Pakistan. Pour cette région-là, maintenant il y a nous un peu la guerre là-bas. Et puis là, c'est des camps militaires jusqu'à 6000 mètres qui surveillent ces terrains. Et puis là, il y a eu une avalanche. C'est un camp à 4000 mètres. Une avalanche qui est descendue, ça c'est le camp, qui est descendu de 7000 mètres. Il a tout enseveli tout le village, tout le camp qui est ici en bas. Il y a beaucoup de séracs qui sont partis. Ça c'est une photo avant l'avalanche, les séracs. Et puis après l'avalanche, tout qui était loin. Il y a la moraine aussi, et puis l'avalanche, il était 1 km 200 large, 1 km long, et puis jusqu'à 70 mètres haut. Alors, un accident pas facile à gérer, parce qu'on ne savait pas trop ce qu'il y a là-dessous. Il y avait aussi la munition, il y avait tout là-dessous. Alors, on est descendu à Islamabad avec l'avion, on a été récupéré par l'armée. Et puis, ils voulaient nous monter avec un hélicoptère. Et puis, le plafond, il était trop bas. Ils ont décidé que c'est trop dangereux parce qu'on doit survoler une grande partie du Taliban, région Taliban, des terroristes. L'héli, c'est exclu, on doit monter avec des chips. Alors, on est monté avec des chips, 2 chips devant, avec ces mitraillettes, et puis 2 chips derrière. Et puis, nous, au mieux, on était 3. On a monté cette route 4 jours. Ça, c'est la route où on est monté. Là, on voit comment ils croisent. On a dû attendre jusqu'à qu'ils ont réussi à croiser ces 2 camions-là. Et puis, en route, tout le long des véhicules, ils étaient brûlés par des terroristes. Alors, c'était terrain, nous, on était en garantie sûr. Moi, je me sentais sûr parce qu'on avait des militaires devant, des militaires derrière avec des mitraillettes. Nous, au mieux, pour moi, c'était rien de spécial, mais quand même, c'était difficile à voir tous ces véhicules brûlés en route et puis disaient ça c'est tous des terroristes qui ont attaqué ces véhicules. Quand on arrive en haut, on avait 400 militaires avec des machines très faibles, à 4000 mètres ils tournaient mal parce qu'avec les grosses machines c'était exclu d'aller là-haut.
à cause des routes. Alors c'était vraiment, ici on voit l'avalanche et puis les petites machines qui poussent un peu de neige à gauche, à droite. On a dit, ça c'est du boulot pour rien du tout, on ne va jamais arriver à trouver quelque chose avec cette technique. Il faudrait nous dire, ici il y a une fortification, parce que dans cette avalanche, s'il y a un qui veut survivre, c'est dans une fortification, autrement c'est exclu. Alors un jour, fortification, oui, non, puis on a dit maintenant, il faut nous dire, s'il y a une fortification, on met toutes les machines sur cet endroit pour dégager cette fortification, ou bien c'est du boulot pour rien du tout. Alors pour finir, il n'y avait pas de fortification, uniquement des maisons, on a dit alors ça ne sert à rien, là, exclu, il y a une personne qui peut vivre encore là-dessus. On avait encore un appareil spécial, la nuit on est monté pour écouter les échos, et puis on ne trouvait rien du tout. Alors après, vous voyez, ces machines, c'était pousser la neige un peu à gauche, à droite, et puis rien de plus. On avait le chien, on avait les appareils techniques, et puis ils ont dit, il n'y a jamais d'avalanche. Il n'y a plus d'avalanche. Et puis tout d'un coup, il y a une avalanche qui est venue, tout le monde il a dû courir, et puis on a dit, ça ne va pas, comme ça, 400 militaires là-dessus, qui ne font rien du tout. Ils n'arrivent à rien faire, il faut dégager les militaires, et il reste seulement 5-6 par machine qui restent là si jamais on trouve quelque chose. Et puis les autres, ça ne sert à rien qui traînent sur cette avalanche. Ils ne nous ont pas trop écoutés. Après, il y a un jour après, un deuxième avalanche qui est venu. Alors à ce moment-là, ils ont quand même écouté, puis ils ont réduit le personnel. Ça ne sert à rien de mettre les personnes en danger pour rien du tout, pour rien faire. Après, on avait le problème avec un lac. Derrière, ça nous a fait un lac de 1 km 400 long, 75 mètres large et 70 mètres profond. On a dit, si c'est le lac qui dégage, il y a tous les trous qu'on a fait, c'est nous au plein, et puis on risque d'emporter les sauveteurs. Il y a un spécialiste qui est venu de la Suisse pour analyser ce lac, et puis il nous a dit, écoutez, ce lac qui viendra 2 km, il viendra 150 mètres large et 75 mètres profond. S'il déborde, il va tout enlever la glace, parce que la glace il est plus léger que l'eau. Et puis, il y a 10 villages en bas, ils sont importés. Il a calculé 10 villages qui ne vont plus exister quand ce lac il déborde. Alors, nous, on a changé la technique. On a décidé de faire un canal, prendre toutes les machines et faire un canal pour laisser partir cette eau et puis descendre le lac. Puis après, nous, on est rentré, c'était un peu... Au départ, quand on est arrivé là, on a vu cette avalanche, et puis comme il était dur, et puis pas de fortification, on a dit, ici, on n'arrive pas à faire grand-chose. Alors, on est resté 10 jours, assez dur. On a travaillé au moins 16 heures par jour, le jour et la nuit, et puis c'était quand même assez dur pour finir, mais c'était à prévoir, là, on n'arrive à rien faire. Après, ils m'ont demandé pour aller à Sochi, Jeux olympiques, il y a une femme qui m'a téléphoné, et puis Moscou, il parlait mieux de l'allemand que moi. Il disait, on a besoin d'un pour faire le service avalanche, parce qu'il n'existe pas un service avalanche pour ces Jeux olympiques. Au début, j'ai cru qu'il y a une femme qui me fait marcher, je n'ai pas cru. J'ai dit, oui, ça c'est pas possible, il y a quelqu'un de Moscou qui va m'appeler pour faire un service avalanche. Et puis je n'ai pas cru, j'ai dit, écoute, il ne faut pas me prendre pour un imbécile, ça se croit pas. Ah non, c'est sérieux. Alors, j'ai dit, écoutez, alors vous m'envoyez les cahiers de charges par email et puis après on verra. Le jour après, les cahiers de charges, ils étaient déjà là. Alors j'ai dit, c'est quand même sérieux cette fois. Il faut quand même bien réfléchir. Alors j'ai décidé de descendre l'automne pour voir comme c'est. Et j'ai écrit à eux, je m'intéresse, mais il faut que je descende pour voir. Ils m'ont tout de suite envoyé un billet d'avion et puis le visa pour venir. Et au mois d'octobre, je suis descendu. Ils m'ont tout montré leur terrain. C'était tout en construction encore. Ils ont fait des digues pour protection avalanche parce que c'est une zone très dangereuse. Ça, c'est encore le village. Tout encore en construction. Et maintenant, il est comme ça. Et puis là, ça c'est les pistes de descente. Ça c'est les descentes home, descentes am, et puis tous les zones avalanches qui étaient pour sécuriser, pour ne pas avoir des avalanches sur ces pistes. Ça c'est Weißflurjoch, il a fait une zone de danger. Tous les pistes de ski, c'était dans la zone rouge. Après Weißflurjoch, tout dans la zone rouge.
En Suisse, c'est exclu de faire ça. Mais là, ce n'est pas de problème. Alors, tout de suite, décidé de faire 3 secteurs. Ici en bas, où il y avait le snowboard et tous ces halfpipe et tout ça, il n'y avait pas de danger. Il y avait ici le danger. On a fait un secteur 1, secteur 2 pour déclencher ces avalanches. Ça, c'est un peu les zones en haut. Ça, c'est la piste et puis tous les pentes avalanches qui viennent sur cette piste. Ça, c'est la descente homme et descente dame. On avait un téléski qui était plein dans les zones avalanches. Il était cassé pendant que nous on était là. Ben, ils ont réparé, puis après on a dû faire des digues avec la neige pour bloquer les avalanches et dévier. Ça nous a bien été. Les personnes ils étaient très forts en skiant, mais aucune idée des services avalanches, déclencher les avalanches, éminer des avalanches et du sauvetage. Alors j'ai fait un cours avec eux. Weissflujoch, ils m'ont beaucoup donné du matériel pour faire des profils. Ils m'ont donné même un programme qui peut analyser la neige avec un programme. Alors j'étais bien soutenu par Weissflujoch pour ce travail-là. Il a fait toujours mauvais temps. La première année, j'étais là, tous les jours il neigeait, et puis il neigeait 1 mètre à une nuit sans problème. Toujours tempête. J'ai dit, les Jeux olympiques, c'est le gros problème, c'est la météo, ce n'est pas le reste, c'est la météo. Parce que des fois, à une nuit, les machines ils étaient cachées comme ça. Ça, c'est une traductrice, elle, il a toujours fait les rapports en russe, moi en allemand, puis elle, il a traduit en russe, c'était tout ce qui est parti à Moscou pour analyser. Les machines, on trouvait le matin des fois comme ça. Eux, ils ont aussi déclenché souvent les avalanches sur la piste. Les pistes, ils étaient tellement raides, ils ont déclenché les avalanches en préparant les pistes. Alors, on avait un gros problème avec les avalanches. Aussi avec les corniches, ils étaient au moins 10 mètres haut. Et puis, s'ils cassaient, ça déclenchait les avalanches et puis venaient nous sur les pistes. On a essayé avec des câbles, on a fait un trou, les deux côtés, puis on a scié avec un câble pour faire tomber ces corniches, mais sur 2 kilomètres, ça c'était des boulots de 5, ça allait rien, on n'avançait rien. Et puis chaque deuxième scie, le câble, il était loin. On a dit ça ne va pas. Il faut trouver une autre technique. On a monté 2 machines, pelle mécanique. Un, il faisait la trace, et puis l'autre, il poussait en bas la neige et les corniches. Ça a tellement bien marché, ils ont tout l'hiver, ils ont fait pas autre chose que pousser en bas les corniches, parce que c'était sur 2 kilomètres, ils ont commencé à côté, après ils ont traversé nous, parce qu'à une nuit, on avait des fois des corniches 3 mètres haut. Puis ici, c'est un Australien qui a conduit cette machine, il était tellement fort, puis pris des risques, des fois, il était tout au bout de ces corniches. J'ai dit un jour, il y a un alerte qui va venir, il est en bas dans une talus avec cette machine, mais tout l'hiver, il a quand même réussi à faire déclencher ces corniches sans accident. Ça, c'est la descente d'homme. Là, on avait les problèmes. Les avalanches, ils sont venus carrément dans les pistes, et puis l'organisation, ils ne voulait pas avoir une avalanche sur la piste, et puis il fallait miner, et puis les avalanches, on sait qu'on ne peut pas les arrêter, ou bien on peut les seulement dévier. Alors ça, c'est tous les avalanches qu'on a déclenché avec des Kazex, ou bien beaucoup avec les skis à elle, rentré, puis on a surveillé les copains, puis on a fait des digues de déviation pour ceux qui ne viennent pas sur les pistes. Ça, on a bien réussi, ça, on a fait des digues jusqu'à 200 mètres long. Et puis chaque fois qu'on a miné, on a poussé dehors la neige, pour finir, on avait des digues jusqu'à 8 mètres haut, puis ça nous a bien aidé. On n'a pas vu des avalanches qui venaient sur la piste et enlever les filets et tout ça. Ça nous a bien réussi. Il manque aussi des protections avalanches. Ils ont fait en bas les avalanches, ils ont couvert les protections avalanches et puis ils sont quand même venus sur la piste. On a dû faire encore quelques protections là-haut. Et puis ici, on a encore mis une installation Gazex pour la descente d'âme. Alors, pour finir, on a quand même bien réussi. Le domaine skiable il est fantastique. Hors piste, c'est fantastique. La neige poudre, on peut skier dans les couloirs très raides. Les Jeux olympiques, ils sont bien déroulés. On avait beaucoup de problèmes à la préparation parce qu'il y avait une centaine de personnes qui travaillaient sur les pistes 24 heures sur 24 heures, une vingtaine de machines, et puis il fallait tout enlever quand ça venait dangereux, miner les avalanches, sécuriser, et puis nous laisser travailler. Pendant les Jeux, j'avais les vacances, j'ai
tous pu suivre les compétitions parce qu'il neigeait pas, il a fait grand beau. J'ai uniquement d'aller tous les 8 heures le matin à une séance et puis après j'ai pu suivre les compétitions. Ils ont vu une chance énorme. Tout d'un coup, on était appelé en Grèce. Là, il y a un promeneur qui est tombé avec une corniche. Et puis, nous, on est descendu, c'est la trace du promeneur. Et puis, la corniche, il a cassé la file en bas. Je ne savais pas. En Grèce, il y a des montagnes aussi difficiles que ça. Et puis, ils n'ont pas trouvé la personne, et puis pas pu récupérer. Et puis, nous, on était demandé de descendre. On a pris un petit avion, on est descendu là. Après, on a cherché un hélicoptère. Il y avait une compagnie, il n'était pas trop chaud pour nous donner un hélicoptère. Et puis après, il y avait un privé qui nous a donné cet hélicoptère. Puis le pilote qu'on avait avec nous, il dit, avec celui-là, j'ai fait l'école, je peux conduire cette machine. Alors on a décidé d'aller essayer à récupérer cet alpiniste avec ça. On est monté dans le village, il y avait beaucoup de monde, au moins 25 personnes qui étaient là, en train de discuter. Nous, on a décidé, on va voir. Et puis on a trouvé cet alpiniste au fond du couloir. Il était mort. C'est nous la même chose que nous, on est sur place, ils sont morts. Mais là, on n'a pas pu prendre avec l'hélice, on a dû tirer en bas. Et puis, ici, on a tiré en bas, et puis après, là, on a pu charger dans l'hélice. Là, c'était nous la même chose. Ça ne sert à rien qu'on se déplace pour un accident comme ça. Juste qu'on est sur place, les gens, ils sont morts. Ils n'ont aucune chance de survivre. Après, on est descendu dans l'Himalaya. On a organisé le secours en Himalaya. Ça a parti avec un alpiniste extrême, Thomas Humar, un Slovène, qui était un champ très fort, des meilleurs alpinistes du monde, qu'il allait toujours tout seul, il faisait les voies tout seul. Et puis il avait fait la paroi Rupal au Nanga Parbat. Il était bloqué 6 jours ici en haut. Et puis personne n'a voulu aller récupérer. Il n'avait rien du tout, uniquement bloqué. Puis ils sont venus toujours plus sérieux. Et puis tout d'un coup, la Slovénie nous a demandé si nous, on veut essayer à récupérer ce Thomas Humar. Avec Gerold Piner, on a discuté, on a dit on peut aller essayer, mais sans garantir. On peut aller faire un essai, parce que jamais personne n'a fait un truc comme ça. Si ça marche, c'est bon, ou si ça ne marche pas, on ne peut pas garantir. Alors c'était décidé, on descend, on a plié nos bagages. Au début, c'était décidé de prendre un hélicoptère et puis chez nous. Les mécaniciens ont préparé un lama dans les caisses pour le descendre, mais finalement, ils ont téléphoné, on n'a pas besoin de prendre un héli, parce que l'armée, il a des lamas, l'armée pakistanaise, il a des lamas, c'est eux qui vont les porter au camp de base, nous, on doit descendre uniquement avec le matériel sauvetage. Nous, on est descendu à Islamabad, et puis les 2 lamas, ils étaient au camp de base, et puis ils étaient le jour avant, puis c'est eux qui ont essayé et dit c'est nous qu'on va essayer de sortir ce Thomas Humar. Puis ils sont montés avec une corde de 8 mètres, dynamique, ils sont montés dans cette face, et puis Thomas Humar, il n'a pas pu récupérer la corde parce qu'il est attaché avec une vis à glace dans son bivac. Et puis finalement, il a pu choper la corde avec un piolet, il s'est croché, l'hélice tire, et puis heureusement l'amarrage qui a lâché. Parce que lui, il a giclé dans la cabine et puis ils ont pu sauver eux. Mais si l'amarrage ne lâche pas, là, ils seraient tombés. L'hélice est redescendu vertical. C'était foutu. Ils ont pris une chance énorme. Mais ils ont quand même réussi à sauver ce Thomas Humar. Nous, il était tellement crevé, puis ça, c'est le pilote qui a volé. Et puis ils ont eu une chance énorme. Nous, on est descendu à Islamabad. Quand on est arrivé là, le chef, c'est le responsable qui nous a dit allez les sauver, c'est eux qui sont faits. Et puis il dit oui, tant mieux, c'est eux qui sont faits. On a reçu une bonne soupe, puis le jour après, on est nous rentrés. Alors, ils ont vu une chance énorme. J'ai vu un film, vraiment, si l'amarrage ne lâche pas, c'est 100%, ils vont tomber avec cet hélicoptère. Mais les pilotes, ils ont quand même vu un peu peur. Ils ont demandé pour venir en Suisse pour faire une cours. Puis ils sont venus à Zermatt, ils sont restés 1 mois pour apprendre du sauvetage. Les 2 pilotes militaires pakistanais. Le même Thomas Humar, il était bloqué dans Langtang Lirung en 2009. Nous, on fait une voie tout seul, et puis il a eu un accident.
Et puis celui qui appelait par radio, satellite, sa fiancée à Slovène, et puis les Sherpas. Les Népalais, ils ont volé, ils n'ont pas trouvé. Et puis les Sherpas, ils ne savaient pas où il était exactement. Ils ont monté un bout, ils n'ont rien vu, ils ont abandonné. Puis nous, on était nouveau appelés pour descendre. Il a vu l'accident le dimanche. Mercredi, on a reçu le téléphone pour descendre. On a nouveau décidé de descendre. On a pris l'avion, on arrive en bas vendredi. Et puis on a vu organiser un hélicoptère. C'est Gerold, il a organisé déjà depuis Zermatt un hélicoptère. Mais il n'avait pas de cargo de charge. Il n'avait pas de double commande parce qu'il fallait une double commande parce que notre pilote ne pouvait pas voler tout seul à cause de la loi. Alors il fallait 2 pilotes. Et puis le soir-là, on a tout préparé l'héli. Finalement, c'était samedi. Le matin, on est parti en Langtang Lirung. Et puis on a trouvé tout de suite dans cette paroi-là, il était ici dans ce secteur, à 6200 mètres. Pour nous, le sauvetage, là, malheureusement, il était nous mort. Comme toujours, quand on descend de longs trajets, il était ici dans cette paroi. Il a fait une paroi très extrême, tout seul. Et puis, pour nous, la récupération de cette corps, c'était comme chez nous, la même chose. Un peu plus haut, mais avec 30 mètres, on a sorti Thomas Humar, malheureusement mort. Ça, c'est l'équipe qu'on est descendu. Puis ça, c'est le pilote qui est venu avec nous. Et lui, c'était Anden Robi qui a volé. Il nous a dit, le pilote commande, quand ça approchait la paroi, il a lâché les mains, puis c'est Robi qui a volé. De toute façon, rien de spécial pour nous. Puis le pilote, il a dit, moi j'aimerais apprendre, il n'a jamais vu un sauvetage comme ça, j'aimerais apprendre ce sauvetage. Nous, on est rentrés, on a discuté surtout avec Gerold, parce que c'est lui qui était responsable du sauvetage pilote de Zermatt. Puis on a dit, oui, il faut des autorisations, on ne peut pas faire ça comme ça sans autorisation. Alors c'était décidé, on fait venir un du ministère, un de l'Office fédéral des airs népalais, 7 pilotes, le patron de compagnie, et puis un assistant vol à Zermatt, et puis on fait des démonstrations, et puis après on les laisse décider. Ils sont venus, on a fait des démonstrations un peu à Zermatt, et puis c'était décidé qu'on descende pour faire les cours. On est descendu en 2010, dans une mauvaise saison, en plein dans dans la saison des alpinistes. Alors, formation zéro, pas de formation, on avait notre équipe de sauvetage pris avec, et puis on a fait un sauvetage après l'autre, parce qu'il y avait des problèmes partout. La première, c'était au Manaslu, ça c'est les élèves de la compagnie à eux. La première action, c'était au Manaslu, aussi le problème avec le kérosène. Il fallait remplir le réservoir, parce qu'en route, on n'a pas de station pour prendre du kérosène, avec beaucoup de bidons. On arrive au camp de base, il fallait sucer dehors le kérosène, parce qu'il était trop lourd. Nous, dans les bidons, et puis enlever les sièges, enlever les portes pour monter à cette altitude. Nous montons à 6400 mètres, il y avait des Coréens. Une équipe de Coréens était bloquée dans la neige, ils n'arrivaient plus à continuer. Et puis là, on a pu évacuer tous, sauf 3. Et 3 qui étaient plus hauts, ils ne savaient pas où ils étaient. Et en tout cas, ceux qui étaient vivants, et là sur place, on a pu évacuer un peu en vol stationnaire. Ils avaient des gelures dans les mains et puis totalement épuisés. Alors, on les transporte au camp de base. Et puis avec un autre héli, une partie s'était transportée à l'hôpital à Kathmandu. Et puis les 2 ou 3 sont restés au camp de base parce qu'ils étaient encore assez en forme. Aussi au Dhaulagiri, entre deux, on a fait des sauvetages à Annapurna et puis à Madame Lang. Après, c'était au Dhaulagiri avec des Chinois. 14 Chinois, ils étaient en route pour le Dhaulagiri. C'était le 50e anniversaire de Dhaulagiri, et puis plus personne au camp de base. Nous, on est montés, on a discuté comment on veut faire, la météo n'était pas très bonne. On a vu les alpinistes à 7300 mètres au camp 3, et puis 2 plus bas, ils descendaient. Mais la météo était tellement mauvais temps, on a seulement pu faire des signes qui descendent, parce que là-haut, on n'arrivait rien à faire. On est retourné au camp de base pour demander des Sherpas s'ils pouvaient monter avec nous, monter en haut jusqu'où on peut avec les hélis, et puis c'est eux qui continuent à payer pour les réceptionner. Mais là, on n'avait aucune chance, personne ne nous a voulu aider. On est descendu à Pokhara,
On a essayé de monter encore une fois. La météo il était tellement mauve, on n'a rien pu faire. On est descendu à Pokhara. Ça, c'est un peu comme Zermatt. Ou bien ici, une très belle vue sur les montagnes. On a pu trouver 4 Sherpas qui venaient d'Annapurna. Le jour après, on est monté, on les a pris avec. Ça, c'est le camp 1 à 5300 mètres. On est monté à 5500 mètres, on a trouvé une place d'atterrissage. Parce qu'avant, on a toujours monté croché sur l'héli et puis le camp de base. Et puis ça, c'était très long. Et puis quand l'héli descendait, jusqu'à nous monter, c'était une très longue durée. Et puis pour le sauveteur qui reste à haut tout seul, c'était très long. Alors on a décidé, on change. On essaie une place d'atterrissage autour de 5500 mètres jusqu'à 6000 où on peut poser et puis on récupère tout ça avec la corde jusqu'à cet endroit. Alors on a puis 6800 mètres, ici on a tout ce pu récupérer avec la corde, ça c'est l'Annapurna, jusqu'à cette place d'atterrissage, ici en bas au fond, ça c'est la place d'atterrissage. On avait tous trouvé sauf 3 nouveaux. Un, soi-disant, il est tombé, et puis 2, ils ne savaient pas où il était. Et puis là, on est descendu, on les a chargés dans la cabine. Et puis quand on avait tout le monde ici, les responsables de Chinois, ils viennent vers moi, puis ils m'ont dit, écoutez, à partir d'ici, il faut seulement descendre les Chinois, les Sherpas, ils peuvent descendre à pied. Moi, j'ai dit, écoute, moi, je ne connais pas les Chinois et les Sherpas. Je ne peux pas séparer des Chinois et les Sherpas. Je descends tous qui vivants. J'avais presque envie de lui dire, écoute, c'est vous montez là-haut. Je descends les Sherpas, c'est vous descendez à pied. Mais je n'ai quand même pas osé, j'ai dit, mais attends. Alors, on a tous pu récupérer, nous, la même chose, descendre au camp de base et puis après à Katmandou. Après, on est monté à Lukla. Ça, c'est le premier aérodrome où j'ai encore atterri en 84. C'était comme ça. Aujourd'hui, il est comme ça. C'est quand même un peu mieux. Puis là, on était au Manaslu, au Everest. Là, on avait tous les jours des sauvetages à faire. Ça, c'est le glacier du Kumbo. On avait tous les jours des sauvetages dans cette camp 2, surtout camp 2. Ça, c'est la montée sur le camp 1. Camp 1 à 6100 mètres. Le camp 2 à 6400 mètres. Là, on avait tous les jours des sauvetages, des types épuisés, des types hypothermiques, des types de personnes EDM. Et puis peut-être aussi dans un temps un taxi, vol taxi, mais ce n'est pas facile à contrôler. Hein. Toutefois, tous les jours là-haut pour récupérer des gens. Et puis après, on a reçu l'ordre pour récupérer 2 morts qui étaient ici dans ce secteur. Les Sherpas, ils les ont descendus. C'était un Suisse et puis un Russe. Alors, on a monté là-haut. Ça, c'est le camp 3. On a essayé de monter plus haut avec les hélis. Ça, c'est 7300 mètres, le camp 3. Ça, c'est le Ban Chon. Et puis ici, en haut, il y a le col sud. Et puis, on a pu récupérer ces 2 corps en bas jusqu'à Katmandou. Ça, c'est les Sherpas qui m'ont aidé parce qu'il fallait les tirer un bout. Et puis, c'est aussi presque tous ceux qui sont sur cette photo, on a formé après comme sauveteurs. Après, ils sont venus en Suisse, le pilote, l'assistant vol et puis un deuxième pilote en 2010. On a fait une formation, nous, en Suisse, et puis ils sont descendus. Et puis là, malheureusement, il y a eu un accident au Lamada Blanc en récupérant un Allemand et puis un Japonais qui ont fait une paroi extrême. Et puis ils ont voulu essayer à sauver ces personnes. Ça, c'est sûrement la dernière photo du assistant vol. Ça, c'est l'Allemand qui rentre dans l'héli avec le vol stationnaire parce qu'ils ne savaient pas l'équipement encore. Nous, on avait tout l'équipement près chez nous. Eux, ils n'avaient pas chez eux. Et puis, ils ont fait un vol stationnaire. Et puis là, malheureusement, ils ont vu un accident. Ils ont touché la neige avec le rotor principal. Et puis, pour nous, c'était un peu dur, tout ça. Parce qu'on a reçu un peu de reproches. Vous avez laissé trop loin à faire du sauvetage, c'était trop vite. Beaucoup de discussions, et aussi pour nous, ce n'était pas facile. Et puis, on a décidé peut-être cette action, maintenant, elle est terminée parce qu'il y a soit les patrons ou bien les organisations, ils vont dire fini avec ce système. On arrête, on fait nouveau comme avant, on va chercher des alpinistes où on peut poser, où c'est sûr, mais ce n'était pas ça. Malheureusement, là, ils ont touché avec les rotors de la neige et puis ils sont tombés 1000 mètres dans cette paroi.
On a tout de suite reçu le téléphone qu'ils ont vu un accident. Et puis, nous, c'est clair, surtout Gerold, comme pilote, il avait beaucoup de problèmes avec cet accident. Moi aussi, on a dit, maintenant quoi? Et puis, il restait toujours le Japonais là-haut, parce qu'avec l'Allemand, il a pu descendre. Et puis, le Japonais, il a déclaré qu'il est resté exactement au même endroit que les Allemands. Puis, quand il a voulu rentrer, l'hélicoptère, il était tout d'un coup sur lui. Alors, il a déplacé. On ne sait pas pourquoi il a déplacé, si c'est à cause du vent, ou bien il a perdu la référence parce qu'il était en dehors de l'arête. En tout cas, il est tombé. Ça, c'est où ils ont touché avec les rotors. Et puis le Japonais, il est resté toujours en haut. L'Allemand, il a tout essayé, appelé les militaires pour monter, pour le chercher. Il ne voulait pas monter. Et puis il a voulu engager des Sherpas pour monter à pied. Et puis c'est le deuxième pilote qu'on a formé. Il est monté le jour après, d'ailleurs, pour récupérer ses copains. Et puis après, il a aussi récupéré le Japonais qui était sur l'arête avec la même technique. Puis quand il a fini cet exercice, cette action, il est tout de suite téléphoné à Gerold en disant, écoutez, j'ai sauvé le Japonais, ça a bien été, vous continuez la formation. Il nous a dit, écoutez, vous n'arrêtez pas la formation, on veut qu'on continue. Alors on a décidé de faire la formation. Alors on a descendu avec tout le matériel, on a acheté tout le matériel, on a été beaucoup sponsoré par la Rega, toutes les maisons avec du matériel neuf. On est descendu, on a tous équipé les hélis, les sauveteurs, les Sherpas, et puis après on a fait vraiment une formation. On a acheté des masques oxygène de NASA, parce que les masques oxygène en plastique, quand on avait le micro dehors, le pilote il n'attendait rien. Si on faisait un trou pour le micro à l'intérieur, c'est l'oxygène qui est parti. Alors avec ça, on a tout dedans. Avec l'oxygène, on a la radio, tout ce système vraiment bien. Alors tous s'équipent. Après, on a fait beaucoup d'exercices. On a aussi descendu un trépied pour faire du sauvetage crevasse. Et puis on a fait beaucoup d'exercices, presque jusqu'à 7000 mètres, en posant des guides, des Sherpas dans ce terrain, et puis nous évacuer. Alors c'était vraiment, on a décidé vraiment la formation. Après on a reçu quand même une alerte au Manaslu, il y avait 2 Sherpas et puis 2 Français qui sont disparus, mauvais temps. Et puis ils ont appelé par radio, ils sont en difficulté, puis nous on est montés quand il a fait beau. Puis là, on a monté jusqu'à 7600 mètres, ça c'est le Manaslu 8000 mètres. On a trouvé une trace là, et puis là, on a trouvé un Sherpa. Ça c'était quand on a discuté pour aller. Après, on a trouvé un Sherpa dans ce sérac, vivant. Un deuxième Sherpa, il était mort. Et puis les Français, on n'a pas trouvé. On ne sait pas où ils sont. S'ils ont été pris dans une avalanche, ça c'est le Sherpa qu'on a sauvé. Si c'était pris dans une avalanche, de toute façon, on n'a jamais trouvé. Et puis c'est encore pas trouvé jusqu'à maintenant. Avec cette action, on a trouvé un corps. Au début, on a cru que c'était un Français. Et finalement, c'était un Coréen qui est mort de l'équipe l'année avant. On a quand même descendu. Eux, ils travaillent très bien. L'équipe, ils sont capables de faire du sauvetage. Ici, au Manaslu, il y avait une avalanche la nuit. Ils ont enlevé les camps. Il y avait une vingtaine d'alpinistes. Ils étaient pris dans les tentes. Ils n'étaient pas habillés, rien. Puis c'est eux qui sont montés avec les hélis. Ils ont transporté tout de suite les sauveteurs et puis le camp de base en haut pour aider ici en haut et puis descendre les blessés et les morts. Alors ils ont fait vraiment du grand boulot. Monter au camp de base, il y a toujours des guides, des alpinistes, des sauveteurs. C'est eux qui ont monté l'équipe. Aussi la même chose à Everest, où il y a eu les 16 Sherpas morts. Là, dans Popcorn Camp, c'est les séracs qui sont tombés. C'est là aussi, eux, ils ont monté tout de suite au camp de base. Ils ont transporté à haut des autres Sherpas, des guides, des alpinistes, pour donner un coup de main là-haut, parce qu'il y avait aussi beaucoup de blessés pour aider. Aussi, dans la région Annapurna, il y avait le tempête de neige. Là, ils ont évacué 300 personnes de trekking ou bien des alpinistes qui étaient pris dans les mauvaises conditions. Et tempête de neige. Même des gens pieds nus, sans souliers, qui étaient dans ces conditions-là. Ils ont évacué en tout cas 300 personnes. Là, Madame Blanc, un guide de Grindelwald, il avait un accident, sérac. Il était blessé grave au dos. Là, ils ont récupéré avec le filet horizontal. Il va très bien maintenant.
Je ne sais pas s'il est arrivé à descendre terrestre comme avant sans l'hélicoptère. En tout cas, c'était très dur. C'était aussi à 6000 mètres. Après, il y a eu le tremblement de terre. Là, c'était un peu surchargé. Les pilotes ils nous ont appelés, la compagnie d'hélicoptères nous a appelés pour descendre, pour donner un coup de main parce qu'ils n'arrivaient plus à faire face. Et puis nous, on a décidé de descendre. On a tout de suite préparé 1800 kilos de cordes, de filets, parce que pour transporter le matériel, ils n'avaient rien. Des élègles, 3 crochets. Puis après, on a été suivre ces villages, tout en ruine, tous ces villages dans la région Gorkha et Manaslu. C'était tout cassé. Sur cette avalanche, il y a un village qui a 300 morts. Il n'existe plus, ce village. Et puis, ça, c'est des villages qui sont tout en ruine. Les gens ils dorment un peu sous les bâches, dans les tentes. Ça, c'est des villages comme c'est tout cassé. Et puis, nous, on est descendus pour donner un coup de main. La première chose qu'on a fait, on a survolé ces villages. On a pris un Sherpa et puis une femme Sherpa avec pour demander ce qui manquait à eux. On a fait une liste. On a retourné à Katmandou parce que nous, on s'est occupé un peu des régions où il n'y avait pas de route, où il n'y avait pas d'aide sur les routes. On se concentrait un peu sur des villages d'extérieur. Alors on est descendu à Katmandou, on a tout acheté ce matériel qui manquait, puis on a transporté ça avec les filets et puis au cargo. On avait beaucoup de blessés. On avait une femme médecin qui est venue avec nous. Il m'a téléphoné s'il pouvait venir nous aider. J'ai dit oui, tu peux venir si tu payes même billet d'avion ou bien tu ne demandes pas de paye. Puis il est venu, cette femme, et puis il nous a servi énorme. On a transporté en haut dans un village. Il est resté toute la journée à soigner ces indigènes. Le soir, on a un nouveau prix et puis on a transporté le jour après dans un autre village. Alors là, on a transporté un peu en urgence ce qui manquait à eux dans ces vallées ou dans ces villages où il n'y avait encore pas d'aide. On a aussi transporté des habits, des bâches, et puis ces gens, c'était étonnant comme ils ont pris ça encore un peu presque comme normal, qu'ils ont vu ce tremblement de terre et puis tout cassé. Ils n'avaient vraiment plus rien. Ils dormaient sur des bâches, ils dormaient dans les cailloux. Ça, c'est l'équipe qu'on est descendu pour aider. Ça, c'est un peu les villages tout cassés. Les femmes, ils étaient sans toit en train de cuisiner. C'est clair, ils vivent comme peut-être 150 ans en arrière chez nous. Et puis, beaucoup de ces enfants, ils vivaient sur des bâches, sur des cailloux, sans toit, sans rien. Puis le gros problème, c'est les chemins d'accès, ils étaient tout cassés par des éboulements. Et puis eux, ils essayaient à traverser, puis après, ils ont encore vu des accidents en traversant ces éboulements. C'était le gros problème, ils n'arrivaient pas. À un autre village, ils ont ajouté 2 jours de traverser un col pour descendre au village, dans la vallée, parce qu'ils avaient déjà 7 jours de marche normale. Alors ils ont mis 9 jours pour descendre. Ça, c'est tous des villages tout cassés qu'on a porté un peu toutes sortes. Ça, c'est le village qui n'existe plus. Il y a une avalanche de glace de Sérac qui est descendue. Et puis, il a tout cassé le village. Il y a aussi un groupe trekking français qui sont là-dessous. Ils ont trouvé une femme maintenant. Ça, c'est l'avalanche de terre, de glace, qui est descendue, qui est montée le côté. Longtemps, les habitants ils ont quitté cette vallée. Ils sont tous descendus à Katmandou parce que c'était trop dangereux d'habiter là-haut. Cette femme-là, elle est restée 4 jours sur ces cailloux. Ils étaient pris dans le tremblement de terre avec un Sherpa qu'on se formait. Et puis le mari, il était mort. À cause de chute de pierre, il était mort. Et puis elle, blessée grave, il a posé là sur cette caillou. Il est monté au village pour chercher du aide parce que la météo, il n'était pas bon. Et le village, il n'existait plus. Il était tout cassé. Il est redescendu. Il a appelé l'hélicoptère. Et puis après, il est nouveau parti plus bas pour chercher d'aide, pour transporter en bas. L'hélicoptère, il a pu monter, il n'a pas trouvé la femme parce qu'il était caché sous des cailloux. Il a dû redescendre et puis finalement, cette femme est restée avec des blessures graves, 4 jours sur cette caillou jusqu'il était sauvé. On a beaucoup transporté aussi des indigènes, ceux qui étaient malades. La technique, nous, qu'on a transportée, c'est celle-là.
il y avait les hélicoptères indiens grands qui sont venus avec 2 tonnes de nourriture et puis ils ont tout jeté dehors et puis 50 mètres en l'air et puis la machelle était cassée. Alors nous, on a essayé de les stopper pour dire qu'ils arrêtent avec ça, qu'ils posent, ils déchargent et puis nous, on transporte au cargo. Mais ils n'ont rien voulu savoir. On a même, avec notre botschafter, avec notre conseiller, on n'a rien pas réussi à changer. Nous, on a tout transporté au cargo avec double commande, un pilote à eux, puis un pilote à nous, en même temps, ils s'étaient formés. Puis eux, ils ont tout jeté dehors, et puis l'hélicoptère. On a beaucoup transporté aussi des tuyaux, parce qu'il y avait tous les conduits d'eau, ils étaient cassés aussi pour le village. Et puis on a beaucoup transporté aussi des indigènes dans les hôpitaux ou bien dans la vallée. Ça, c'est un peu des photos où ils vivent. Après, on est monté au sommet du village Zumweli. Pour ce village, on a dû monter du matériel et puis on a dit c'est très difficile, comment on veut partager, distribuer ce matériel. On a décidé de faire avec les moines cette région. Et puis parce que c'est eux qui ont récupéré les personnes, il y avait au moins 200 personnes. Et puis on a fait pour partager qu'on ne voulait pas, un qui prend beaucoup et puis les autres ils n'ont rien. On voulait partager un peu à tous la même chose. Alors on a tous transporté dans cette compas, aussi des tôles pour les toits. Et puis en haut, on a fait à l'intérieur, on a fait des tas. Et puis les moines qui ont suivi un peu ces femmes ou bien ces personnes qui ont tous touché un peu la même chose, à l'entrée, ils ont dû signer. Beaucoup ne savaient pas écrire, alors ils ont un tampon, ils prenaient le pouce, ils mettaient le tampon pour pas qu'ils puissent passer 2 fois. Alors là, on a beaucoup distribué des tentes, de la nourriture et puis des habits. La femme médecin qui a soigné les indigènes dans ce village, comme je vous ai dit, qu'il a fait du très bon travail. Avec Air Zermatt, ils nous ont donné un peu ces hélicoptères en plus. Alors les enfants, ils étaient tout contents avec ces pluches. Et puis on a distribué beaucoup d'habits. J'avais 3 femmes de tèches, ils tricotaient. Ils avaient 300 paires de pulls, de bas et des bonnets. Et puis j'ai distribué ça, j'ai fait beaucoup de photos. Et puis après, on a fait un petit livre à ces 3 femmes. Maintenant, il y a 25 femmes qui tricotent dans la vallée de Mattertal. Alors j'ai en tout cas 1000 kilos de habits comme ça, nous, en route, parce qu'on descend le 13 novembre, on descend nous pour aider. On fait aussi des camps médicaux, on transporte des médecins et des infirmières dans une vallée, comme ici à Pung, et puis eux, aussi un dentiste, et puis lui, il a tiré 51 dents pendant ces 3 jours, et puis on avait 1023 patients dans 3 jours. 11 on a transporté dans les hôpitaux parce qu'ils étaient vraiment malades. Et puis ça, on va nouveau faire dans 2 vallées au mois de novembre, un dans la vallée du Tsum et puis un dans ce même vallée où on était là pour aider un peu à soigner les personnes qui sont malades dans ces villages. Parce que nous, on a reçu un peu des rapproches. Vous, ce que vous faites, c'est uniquement pour les alpinistes. Pas pour les indigènes. Ça, c'est vrai, parce que les indigènes, ils n'ont pas de l'argent, ils n'ont rien du tout, ils ne peuvent pas être sauvés avec l'hélicoptère. Alors on a dit, oui, ça c'est une raison qu'on change aussi un peu sur les indigènes. Pour ça, on fait ces camps médicaux. On a décidé, on construit aussi des écoles. Là, c'est une école qui est tout cassée. Ce village, il n'a pas d'argent. Alors c'est nous qu'on monte ce village. Maintenant, ils font l'école un peu comme ça, en dehors ou bien dans les petites tentes. Nous, on a une technique, c'est eux qui font le boulot, et puis nous, on le paye, on les transporte le matériel, ce qui est lourd, et puis tout ce qui est léger, c'est eux qui transportent avec le mulet, parce qu'on ne veut pas enlever le travail à eux, on veut faire avec eux, et puis ils savent travailler. Maintenant, cette école, il est déjà en route, il est fini, les enfants, ils vont à l'école, ici, ça c'est pendant la construction. Maintenant, il est fini et puis il y a 72 enfants qui peuvent nous aller à l'école. On a fait une 2e école qui sont plus haut. Celle-là, qui était tout tombée aussi. On a aussi construit celle-là. Aujourd'hui, il est fini aussi et puis les enfants qui peuvent aller à cette école
nouveau comme avant. Ça, c'est maintenant la nouvelle école. On va construire encore 3 autres écoles. Quand on descend en novembre, on décide nous encore 3 places pour 3 autres écoles. Il y avait une rivière qui était déviée par le tremblement de terre qui allait contre un village. Et puis le village, il ne voulait pas aller habiter ailleurs. Alors on a transporté en haut des grilles pour faire un mur. Le mur, c'est eux qui le font. Avec des cailloux, on a un architecte qui les suit. C'est un architecte suisse qui a travaillé longtemps en Inde. C'est lui qui les suit, comment ils devaient faire le boulot, et puis c'est eux qui font le travail. Comme ça, ils peuvent gagner quelque chose aussi, eux, puis leur travail. Ça, c'est les 2 écoles, en tout cas, on va encore construire. On va les visiter sur place et comment on peut faire, et faire les plans. Et puis ici, l'année prochaine, ils sont sûrement aussi finis les 3 écoles. Ceux qui s'intéressent, on informe le peuple un peu sur ce site internet, Ersermat qui nous a fait un site internet où on met toujours un peu dedans ce qu'on fait, qu'on va continuer à faire. Pour finir, encore 2-3 images. Le snowboarder, il a fait du progrès, il a le chien d'avalanche dans le sac. Puis la machine Schniet, il a vu une chance énorme. Hein? Et puis en bas, c'était comme ça. Alors, une question. Comment on a enlevé cette machine? Il pèse 7000 kilos. Hélicoptère pour oublier. Ça, c'est le sauvetage. Il ne faut pas chercher trop loin. On cherche toujours, souvent, on cherche beaucoup trop loin. On remplit la crevasse avec la neige et puis il sort tout seul. Hein. Accident crevasse, 2 frères. Un, il est pendu comme ça, l'autre, il a donné l'alerte. Nous, on arrive sur place. Il dit non, j'ai une photo comme ça, on ne peut pas faire tous les jours. Hein. On a vite mis une corde autour du pied et dire aux collègues, vous le tenez. Et puis j'ai fait la photo et puis après on a tiré dehors. Il avait seulement la tête un peu rouge, c'est tout. Aujourd'hui, c'est ski extrême. Avec les nouvelles techniques du matériel, ça donne la possibilité de skier de très extrême. Avec l'entraînement qui font les jeunes aussi. Mais ça nous, des fois, ça nous donne des problèmes, ils sont bloqués à quelque part. Ça, c'est le Cervelle, la voie italienne, la face ouest, dans derrière. Le Cervelle, on peut photographier, il n'est jamais la même chose. Hein. Toujours un peu différent. On distribue toujours beaucoup de cadeaux à ces enfants qui sont rien du tout, et puis ils sont toujours très contents, et puis ils sont très gentils, et ils apprécient énormément quand on porte quelque chose. C'était clair? C'est question-réponse, hein? Merci beaucoup. S'il y a encore des questions... J'allais poser la question, on reste quand même encore un peu sous le choc des images et puis des explications qui sont très très impressionnantes, mais j'imagine, après avoir repris vos esprits, que vous aurez quelques questions à poser à Bruno Gelk. Donc le moment est parti pour les questions-réponses. C'est bon, vous avez tout compris alors. On vous écoute. Je fous. Je n'ai pas compris. Est-ce que les hélicoptères sont munis de détecteurs infrarouges pour retrouver des victimes? Oui, on peut appeler les militaires, on peut appeler le Super Puma, parce qu'avec les fermes infrarouges ou les caméras thermiques, qui sont souvent les pompiers, c'est trop faible. Mais on peut faire venir les militaires, le Super Puma, qui sont une immense caméra
thermique dedans. On peut faire venir, on a déjà fait venir, mais il faut faire assez vite parce qu'une fois le corps il est froid, on ne trouve malheureusement plus. Hein. On trouve tous les gibiers qui courent, mais pas la personne. Alors il faut faire venir. Ça, c'est un peu le gros problème. Il y a beaucoup de sauveteurs qui s'attendent encore trop longtemps pour faire venir le Super Puma. Parce qu'en 1 heure et demie, il est là, s'ils ne sont pas pris ailleurs. Des fois, il est pris, alors malheureusement, on doit attendre. Mais s'il n'est pas pris, en général, 1 heure et demie, il est sur place. On va juste préciser une petite chose, il y a des micros qui circulent, donc les personnes qui souhaitent poser des questions, vous levez juste la main et vous attendez que la personne vienne vers vous pour vous donner le micro, s'il vous plaît. Oui, Luc. Comment est-ce que vous faites pour gérer les problèmes d'altitude en tant que sauveteur? J'imagine que vous passez des fois des nuits dans les camps de base ou est-ce que vous supportez tous ces allers-retours en haut, en bas? La formation, il faut suivre les cours. Nous, en Valais, on a beaucoup de guides. Alors, nous, on réserve plutôt aux guides. Mais il y a des endroits où ils n'ont pas de guides. C'est des alpinistes forts, des forts alpinistes, des bons alpinistes qui peuvent suivre exactement la même formation comme nous, comme les guides, et puis peuvent faire du sauvetage comme les guides, la même chose. Mais le problème, en général, ce qui manque, qui ne sont pas disponibles, ça dépend de ce qu'ils travaillent. Ils peuvent pas, parce qu'il faut être sauveteur, comme sauveteur spécialisé, il faut toujours être capable de partir tout de suite. Quand il y a une alerte, il faut pouvoir partir. Et puis notre problème en Suisse maintenant, il faut trouver, c'est pas facile de trouver des gens qui peuvent partir à 1 minute à l'autre. Ça dépend du travail, où ils travaillent, où ils habitent. C'est pas facile. Le gros problème, c'est plutôt ça que de les former. Ma question, c'était surtout peut-être pour vous. Comment est-ce que vous supportez les différences d'altitude, de passer de Zermatt à aller tout d'un coup à 6000 mètres, 7000 mètres? Est-ce que vous n'avez pas des problèmes d'œdème ou des problèmes médicaux par rapport à ces changements d'altitude? Si on travaille un peu comme guide pour l'entraînement, il faut s'entraîner pour faire ça. Mais si on est toujours un peu dans les 4000 genoux, on n'a pas le problème pour l'altitude. C'est clair, si on descend dans l'Himalaya, c'est notre problème, ça c'est sûr, parce qu'on n'est pas acclimaté pour aller à 7-8 000 mètres à travailler. Ça c'est très difficile, il faut acclimater presque 1 mois pour arriver un peu à être efficace. Alors ce qu'on fait nous, on essaye de travailler avec les Sherpas. On va former les Sherpas qui sont habitués à cette altitude et puis c'est eux qui font le boulot. C'est pour ça que nous, on forme. On ne veut pas descendre pour faire du sauvetage. On a dû faire au début parce qu'on était dans la mauvaise saison. Mais notre but, c'est former ces Sherpas, que c'est eux qui sont capables à faire du sauvetage en altitude parce qu'ils sont acclimatés, ils supportent encore plus. Puis c'est eux qui sont aussi capables de monter un bout à pied pour aider terrestre. Parce que si on descend dans les 3 semaines, là, qu'on descend, et puis dans la 2e semaine, il faut à 6 000 ou 7 000 mètres, il faut monter à pied un bout en haut, ça on peut oublier. Ça on arrive, ben, ça c'est pas du boulot. C'est mieux que ceux qui sont adaptés, qui sont acclimatés, qui font ça. C'est pour ça qu'on a cherché des Sherpas pour monter, pour les réceptionner dans la Guiri, parce que pour nous, c'était trop difficile. Merci. Est-ce qu'on a encore d'autres questions? Moi, j'aurais une question qui vous concerne directement. Comment est-ce que émotionnellement, vous pouvez faire ce que vous avez fait, je dirais au niveau du travail, du jour le jour, vous voyez des incidents graves, des morts, et vous-même, vous avez votre vie qui est très très souvent mise en danger. Comment est-ce que vous gérez cet aspect-là émotionnel? Oui, parce que pendant les actions, on est pris, on doit être concentré. Parce qu'il y a du boulot, on discute avec le pilote comment on fait, et puis il faut être concentré au boulot. On n'a pas le temps de réfléchir des émotions. Où j'avais à peine au départ, c'était après l'accident. Il y a les familles qui sont venues, et puis voulaient tout savoir, et puis moi j'étais toujours le dernier de la liste. Hein. Ils allaient chez la police, allaient vers le chef de la colonne de secours, ils allaient chez Zermatt, allaient vers le chef de la colonne de secours, puis moi j'étais le dernier. Alors ça, pour moi, c'était le plus difficile, discuter avec ces familles qui ont perdu un enfant ou bien une personne dans leurs proches. Et puis finalement, j'ai dit, il faut aller plus direct parce que si on tourne autour, ils s'aperçoivent aussi. Hein.
Alors, mais après, j'étais plus direct et puis plus simple. Souvent, j'ai chargé dans l'hélicoptère, j'ai monté là-haut, parce que les questions, c'était toujours la même. Il a vu des douleurs, il était mort tout de suite, toutes des questions comme ça. Alors, si on allait sur place, c'est clair, on avait beaucoup de problèmes dans l'hélicoptère à un moment, et puis après, ils ont vu comme c'était la réalité, et puis ça, c'était bien pour eux, et puis pour moi aussi, parce que c'était plus facile. Mais si on dit que ça ne nous fait rien du tout, des fois, la nuit, on voit, j'ai dû récupérer 11 collets kits. Les 11, là, je peux encore dessiner aujourd'hui comme ils étaient, où j'étais vers eux. Mais ça ne m'empêche pas de faire le travail, ça ne m'empêche pas pour dormir. Mais ça ne me fait pas. Moi, je crois c'est où on supporte ou bien on ne supporte pas. Les ambulanciers sur les routes, ils ont aussi des cas très graves. Et ils doivent supporter aussi. Moi, je crois que si on a une personne qui fait ça, il faut qu'il la supporte ou bien elle ne la supporte pas. Parce que moi, j'ai formé des jeunes guides, ils ont dit que ce n'est pas mon boulot. Ça me gêne après faire l'activité comme guide, quand je vois tous ces accidents. Alors, c'est ça un peu le problème. On a aussi essayé avec des psychologues. À un moment, c'était une période où il fallait partout des psychologues pour nous donner des cours. Et puis, j'ai fait venir une fois un psychologue pour donner un cours au cours de guide, cours de sauveteurs qui étaient tous guides. Mais ils m'ont dit, tu peux arrêter avec ça, ça ne nous apporte rien du tout. Un autre monde. Oui. Mais vous-même, vous admettez quand même que vous vous mettez en danger très souvent ou pas? Si on est sur la route, c'est aussi toujours danger. Hein? D'accord. On essaye, c'est clair. Plusieurs fois, on est rentré, on a dit on a vu la chance. Ça, on est obligé de dire. On a vu la chance et puis tourner de l'autre côté. Mais on essaye quand même d'être plus sûr possible, toujours. S'il fait beau, grand beau et tout ça, c'est des sauvetages. Des fois, c'est chute de pierre, c'est le problème. J'ai été pris une fois dans chute de pierre dans un sauvetage. Alors, j'ai aussi rentré dans l'hôpital avec les blessés. Souvent, quand on a dû dire, aujourd'hui, on a eu la chance, on est parti avec tout qui est normal. Puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui est venu entre deux, une chute de pierre ou bien une fois un panne hélicoptère, l'hélicoptère qui est tombé. C'est tout des imprévus. Hein? Mais ça, c'est ailleurs aussi. Bien sûr. Ailleurs, c'est aussi ça. Sûr. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, monsieur là-bas. Après cette très jolie photo, est-ce qu'il a bien pu dormir? Oh, oui, très bien. Oui, C'est la récompense. oui. Oui. Très bien dormi après. Voilà, merci. En tout cas, un immense merci à Bruno Gelk pour s'être déplacé ce soir à Neuchâtel. On lui... Ah, merci. Merci beaucoup. Hein, merci. Oh, merci. Merci beaucoup à tout le monde. Il y a beaucoup de jeunes ici. Vous n'arrêtez pas l'alpinisme à cause de cette présentation parce qu'il y a quand même peu d'accidents en montagne. C'est clair, les accidents en montagne, surtout mortels, ça passe dans tous les journaux. C'est pas ça. Il y a le pourcentage avec les gens qui se promènent en altitude. Le pourcentage, il est quand même petit s'ils ont les accidents. Et puis si on enlève encore tous les accidents qui étaient un peu forcés, c'est comme sur la route, il y a un qui va toujours trop vite, il y a encore moins. Alors, mon message pour les jeunes, vous n'arrêtez pas l'alpiniste à cause de cette présentation-là. Hein. Merci encore. Voilà, avant de conclure, j'aurai deux informations à vous donner. La première, c'est que, vous l'avez entendu, on l'a vu derrière tout à l'heure, Bruno Gelk a créé une association qui est venue en aide à la population népalaise suite